Bienvenue pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de André Taon d'Arnoldi, qui est club maker, club fitter OPEC, qui détient la société Golf Swing en région parisienne. Et André, c'est une personne que j'avais envie de vous présenter parce que c'est quelqu'un qui crée beaucoup de polémiques dans le monde du golf, beaucoup de polémiques sur les réseaux. Il n'a pas la langue dans sa poche, vous allez voir. Il n'a plus rien à prouver à personne, je pense. Et du coup, il n'hésite pas à dire des vérités qui peuvent parfois aller à l'encontre de la grande pensée bien pensante des marques de golf. On va en discuter dans la vidéo. Mais l'objectif aujourd'hui, c'était de vous donner un aperçu d'un sort d'ovni dans le monde du golf, parce que vous allez voir que c'est vraiment quelque chose. Vous allez voir, André, quelqu'un de très singulier. J'ai dit aussi ce terme avec Laurent Yokchis quand j'ai fait l'interview. Mais moi, j'aime bien les personnes un peu singulières, qui sortent vraiment du moule et qui n'ont pas le discours que pourrait avoir la majorité des gens. Et j'aime bien les pensées dissonantes comme ça. Et je trouve que c'est intéressant dans ce genre de format de vous présenter en fait des personnes qui sont acteurs dans le monde du golf, mais qui ont du coup une pensée complètement différente de la majorité des gens. Et ça permet d'ouvrir et d'élargir les horizons. André, je l'ai rencontré en 2015 ou 2016 dans mes souvenirs quand j'ai commencé le golf. Moi, j'ai commencé en 2014. Et j'étais tombé sur ton site, Golf Swing. J'avais regardé plein de choses sur ton site. Et je me suis dit, il est pas con. Il est peut-être pas con, ce gars. Et du coup, c'était vraiment à travers cette vidéo, j'ai envie de vous présenter le personnage sur un format long d'interview, comme vous avez l'habitude d'avoir sur cette chaîne, sans coupure, sans rien, et que vous découvriez ce personnage qui est un puits de science aussi, et qui m'a beaucoup appris dans tout ce qui est le matériel de golf. Du coup, André, je te laisse la parole. Moi, j'aimerais déjà, dans un premier temps, savoir qu'est-ce que le golf représente pour toi? Comment t'en es arrivé à faire ça? Parce que maintenant que tu as 71 ans, je crois, c'est ça? Oh là là, 71, j'aimerais bien 78 et demi. Oh, merde, 78 ans. Je t'avais rencontré quand tu avais peut-être 71, 78 ans. Et il continue à bosser dans son atelier, parce que là on est dans son atelier du coup. Oui, mais en fait, je bosse pas vraiment, je me fais plaisir. Ouais, tu te fais plaisir. C'est différent, c'est autre chose. Ouais. Tu vois, voilà. Et tu pourrais nous raconter un peu justement comment... Alors, tout d'abord, le golf, je suis tombé dans le golf quand j'avais 26 ans, parce que j'habitais à l'époque en Haute-Savoie, pas très loin de Genève. Nous avions des amis américains, dont certains jouaient au golf. Et voilà, alors ça m'avait interpellé de voir ces gars qui arrivaient à envoyer des balles au diable comme ça, au golf d'Évian, tout ça. Et c'est comme ça que j'avais pris un petit peu le virus. Et puis après, j'ai pas joué pendant des années. Je m'y suis remis sérieusement en 1970. Et puis après, donc ça fait quand même 52 ans. Après, alors au niveau index, j'ai jamais été très loin parce que c'était pas ma priorité. J'étais index 24 il y a peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Depuis, j'ai plus fait de compétition. Okay. Ce qui m'amuse, c'est de jouer, c'est de me faire plaisir, c'est de faire des beaux coups. Voilà, c'est essentiellement ça. Puis j'avoue que si on veut venir à mon golf, ça intéresse pas grand monde, mais dans l'ensemble, m'a-t-on dit, c'était un pro, je me rappelle encore, Vincent Lousteau, on avait fait un parcours ensemble à Feucherolles, il m'a dit, mais au bout de 2 ou 3 trous, il m'a dit, mais c'est pas possible, André, t'as un grand jeu qui est là, puis un petit jeu qui est là. Bon, alors, ça a pas beaucoup changé au cours des ans. Maintenant que je commence à avoir un âge respectable et que la distance est plus tout à fait la même, je me donne plus de mal quand même sur le petit jeu. C'est ça. T'arrives à maintenir le niveau de jeu quand même ou pas? Pardon? T'arrives à maintenir ton niveau de jeu de l'époque? Ah oui, mais même mais je continue à l'améliorer parce que du coup, en améliorant le petit jeu, mais c'est incroyable la différence que ça peut faire, bien sûr. Tu vois. Pour l'anecdote, j'ai une de mes golfeuses, Andy Golf, elle n'arrive pas à taper au-delà de son fer 7. Ouais. Là, c'était avant le Covid, elle a joué 2 fois, en partant au fer 7, elle a joué 2 fois 4, tu te rends compte, 4. Bon. Et tout de suite, elle m'appelait, elle était de Bordeaux, je lui dis, mais attends, t'as fait combien de putts? 24 putts. Ah bah oui, voilà. Putts, alors du coup, re-question, t'étais à combien en moyenne du trou? Alors elle est rigoureuse, c'est pas les moyennes qui intéressent, c'est les chiffres exacts, mais c'est pas compliqué, entre 10 cm et 1m10. Ah bah elle a planté. Voilà. Donc tac, 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 et puis voilà. Et puis après, donc voilà, alors pour moi c'était vraiment une leçon, de même qu'une autre leçon allant dans le même sens, c'était celle de Dechambeau il y a 2 ans à Augusta, trou numéro 3, drive monumental comme il sait faire, il arrive sur le green, 300 et quelques mètres, quelque chose comme ça. Bon, les greens américains ils sont grands, 3 putts, birdie, par.
Et longueur derrière. Longueur derrière, 70 mètres de moins, approche putt birdie. Ouais, et ça, c'est instructif. Hein. C'est d'autant plus instructif que on voit maintenant l'accent est toujours mis sur la distance. Eh ben non, la distance, ça fait pas tout. Hein. C'est sûr que si on a à la fois la distance et la précision, bah oui, c'est formidable. Mais pour beaucoup d'amateurs, eh ben là, c'est pas la distance qui va être fondamentale. Non, ça va être la régularité et la précision, hein, bien sûr, hein, c'est ça. Mais après, au niveau professionnel, je suis quand même convaincu que la distance joue une part fondamentale actuellement dans le très haut niveau. Alors pas pour les amateurs, mais pour le très haut niveau. Non, avec, mais bien sûr. Avec le stroke gain, c'est une formule. Il y a une chose auquel les golfeurs pensent pas suffisamment, à mon avis, c'est que si tu fais une fois sur deux approche putt, tu joues quand même 9, bien tu sûr, vois. Hein, bien sûr. Et ce qui est pas si mal, tu vois, c'est ça. Non, pour les amateurs, je suis d'accord. Pour le monde professionnel, il y a ce qu'on appelle le stroke gain. Juste pour l'info, en gros, le stroke gain, c'est le gain de nombre de coups par rapport au champ de joueurs. Et le driving commence à avoir une place fondamentale. C'est pour ça que vous voyez tous les joueurs qui commencent à frapper très fort. Alors, cela dit, c'est vrai, honnêtement, ici, que c'est pas le monde professionnel qui m'intéresse. C'est pas le monde professionnel. C'est pas du tout ma cible, mais absolument pas. C'est un autre monde, ça. Moi, je m'intéresse à l'amateur qui a envie, avant tout, de se faire plaisir. Je pense que ça, c'est le plus pas nécessairement d'être le champion du monde dans sa région, dans son club, etc., de se faire plaisir. On va en parler d'ailleurs de comment ils vont pouvoir se faire plaisir à travers ce que toi, tu peux leur proposer dans le golf. Mais avant, tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours professionnel avant d'arriver au club making. En fait, moi, j'aimerais comprendre le cheminement parce qu'on n'a jamais vraiment discuté. Enfin, je sais que tu as été dans l'armée, etc. Mais j'aimerais bien un petit détail précis de ton parcours. Plus, qu'est-ce que tu faisais avant? Et comment t'es arrivé au golf et comment t'es arrivé au club making? C'est vrai que ça peut c'est quoi le cheminement? On peut se poser la question. Alors, comme toujours dans la vie, c'est un concours de circonstances. Et, ce sont des hasards et puis après des voies que l'on prend à un moment donné. On prend celle-ci plutôt qu'en prendre une autre parce qu'on la sent. Alors, ma formation initiale, c'est effectivement l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, Couët-Quidan, et puis après l'école d'artillerie. Alors, il se trouve que j'avais beaucoup plus d'intérêt en fait pour l'artillerie que pour l'armée. Bon, je pas tellement, d'ailleurs tu t'en doutes, hein, je suis un petit peu un électron libre, donc l'armée pour moi c'était un peu compliqué quand même. Mais l'artillerie, j'avais trouvé ça tout à fait passionnant. Et c'est vrai que, je ne voudrais pas trop me gargariser, mais je suis quand même sorti major de l'école d'artillerie. Bon. Et donc, et j'ai toujours eu ce goût pour la balistique et tout ce qui allait avec. Et encore maintenant, dans mon métier, ce que j'ai appris à l'école d'artillerie, notamment dans les procédés d'analyse, m'est toujours utile. Alors, l'artillerie de l'époque, elle n'avait rien à voir avec ce qu'on peut voir maintenant en Ukraine. Maintenant, tout est guidé, etc. Et tout. Là, moi, l'artillerie de l'époque, c'était balistique, comme les balles. C'est parti, puis après, on fait plus rien. Ça va où ça arrive. Et si les paramètres de départ sont bons, mauvais ou notamment l'angle d'envol, c'est-à-dire le loft, notamment la vitesse de l'obus, c'est-à-dire la vitesse de swing, et ben, si les paramètres sont bons, le résultat sera bon. Et puis après, une autre chose qui est déterminante dans l'artillerie de l'époque, c'était la dispersion des coups sur l'objectif. C'est fondamental, c'est ça. Dans le golf, c'est pareil. Voilà. Alors, ce sont des données dont on parle assez rarement, mais pour moi, ça m'a énormément aidé, puis j'ai trouvé toujours ça très intéressant. Alors, j'avais ça derrière la tête. Après ça, j'ai quitté l'armée assez tôt. J'ai fait toute une carrière dans l'industrie. Je me suis retrouvé dirigeant d'une filiale d'un groupe anglais dans l'agroalimentaire. Rien à voir. Tu as fait une parenthèse dans ta vie. Voilà, alors là, ça n'avait absolument rien à voir. Ça a quand même marqué ma carrière puisque c'était une société britannique et donc j'ai eu l'habitude de travailler avec des Anglais. Bon, et plus tard, donc ouverture vers les Américains, etc. Et ça a été quelque chose d'assez important également. Et puis j'aimais beaucoup cette société parce que c'était une très très grande société. Il y avait celle dont je dirigeais la filiale française, il y avait 50 000 personnes dans le monde, mais c'était pas coté, c'était vraiment des gens qui s'intéressaient aux hommes, aux stratégies, qui connaissent des hommes de métier, etc., les propriétaires de l'ensemble, et donc j'ai beaucoup apprécié ça. C'était une organisation un peu féodale, c'est vrai, et que j'ai beaucoup apprécié. Puis un beau jour, problème de succession, etc., ça a été vendu, coupé en morceaux, etc. La société que je dirigeais a été vendue à un concurrent, évidemment, moi j'ai dégagé, forcément, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ?
j'avais 50 ans passés, je me suis dit, à cet âge-là, un gars qui a 50 ans, oui, oui, c'est ça, oui. À cet âge-là, un gars qui a dirigé, qui était patron tout seul dans son royaume pendant des années, on n'arrivera jamais à rien, en faire. Rien en faire. Donc je me suis dit, c'est pas la peine que je cherche à me faire embaucher quelque part. J'ai regardé à droite à gauche, j'ai fait différents trucs. Et puis un jour, à l'occasion d'un voyage au Canada où une de mes filles est toujours installée, avec un de mes fils, de retour, on avait vu ces grands magasins, comme aux États-Unis, grands magasins de golf, gigantesques, etc. Puis sur le chemin de retour, à Toronto, il achète une revue, et puis il me dit, tiens, regarde papa, c'était Entrepreneur International. Et dans cette revue, il y avait le classement des meilleures franchises américaines, dont une franchise de matériel de golf. Il me dit, tiens, ça, tu cherches quelque chose à faire, ça pourrait peut-être t'intéresser. Alors je regarde ça, bah oui, effectivement, pourquoi pas. J'ai pris contact avec ces gars-là et tout, bon, ça se passe bien. Je vais les voir c'était à Detroit, comme ils disent. Et alors, voilà, tout se passe très bien. Il me dit, bon, bah, on pourrait faire affaire, mais alors, il me montre le contrat. Il fallait que je m'engage à ouvrir 5 magasins de golf pendant 5 ans, enfin un truc complètement délirant. Alors, je leur ai dit, écoutez... alors t'as pas commencé. Je leur ai dit, écoutez, c'est formidable, je comprends très bien, mais vous savez, la France, c'est pas les États-Unis, c'est pas le Michigan, et là, ça me paraît tout à fait impossible. Sauf que j'avais étudié la question et tout. Quelques mois après, je suis tombé un peu par hasard sur un magasin qui était en France, près de Lyon, qui s'appelait Nevada Bob's Golf, qui dépendait d'une société mère qui était en Angleterre, qui elle-même dépendait d'une société mère qui était aux États-Unis. Mais ces gars-là connaissaient l'Europe. Et donc, on a fait affaire avec les dirigeants anglais de Nevada Bob's Golf pour ouvrir un grand magasin de golf à 2 pas d'ici. Bon, en fait, on faisait la même chose que font tous les autres, que font tous les grands magasins de golf qu'on peut connaître. Bon, donc là, tu as ouvert un grand magasin de golf. Oui, c'est ça. Il y avait 350 mètres carrés, classique, avec des fringues, des chaussures, des balles. Avec toutes les grandes marques qu'on peut connaître. Tout le truc habituel, quoi. C'est ça. C'est ça, exactement. Bon, et alors, pour l'anecdote, quand j'ai ouvert ce magasin, j'ai un de mes cousins, très très bon golfeur, un scratch et tout, vraiment excellent, qui a poussé un grand éclat de rire. Il m'a dit, si j'ai entendu dire que tu ouvrais un magasin de golf, te connaissant, tu continueras pas là-dedans. Je dis, pourquoi ? Tu verras, c'est ta vision du monde, ton éthique me paraît totalement contraire à ce qu'on peut faire avec un magasin de golf. Pourquoi il me dit ça ? Moi, j'étais plein d'enthousiasme et tout. Bah ouais, là, c'est ça, t'es au début de ton projet. Tu et ben voilà. Et puis, la première année, alors effectivement, moi, je jouais à l'époque avec des Cobra Baffler. Alors, la Cobra Baffler. C'était quelle année, ça, à peu près C'était en 2000. En 2000, ok. Cobra Baffler, si tu vois, c'était vraiment des gens de super lames. C'était quand même pas évident à jouer et tout. Bon, je m'en sortais à peu près correctement, mais quand ils sont arrivés avec la nouvelle série cavité, machin et tout, effectivement, j'ai trouvé que c'était formidable, beaucoup plus facile, etc. et tout. Bon. Puis l'année d'après, ils reviennent, ils me proposent un truc. Ah oui, bon, d'accord, c'est pas mal. Puis l'année encore d'après, bon, entre-temps, on a eu un incendie qui nous a quand même bien bloqué pendant un moment, ça a tout ravagé. Et heureusement, j'avais déjà cet emplacement dans lequel nous sommes là aujourd'hui, qui m'a permis quand même de continuer. On avait tout déménagé là, on avait pu continuer ici. D'accord. Et petit à petit, je me suis dit, mais le cousin, il n'a pas complètement tort, parce que j'avais installé dès l'époque un simulateur, alors rien à voir avec ce qu'on peut avoir maintenant, beaucoup moins perfectionné, mais ça me donnait quand même un certain nombre d'informations. Et je voyais bien que ce soit les golfeurs que j'équipais ou moi, finalement, ça faisait pas grosse différence entre les clubs qu'ils avaient avant et ceux qu'on faisait après et ceux qu'on annonçait chaque année. Moi, ceux qu'on annonçait chaque année, il me fallait 15 jours, 3 semaines pour m'habituer au printemps, puis après, je jouais pas mieux qu'avant. Donc, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème, je peux pas continuer comme ça et aller raconter chaque année que c'est mieux que l'année d'avant, etc. Or, et là, c'est une digression importante, dans ce métier, si tu as un magasin de matériel de golf, tu es obligé de faire en sorte que tes golfeurs viennent régulièrement pour renouveler leur matériel. Et pour les marques qui sont derrière, c'est pareil. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simple. Alors, le golf n'est pas un secteur en croissance exponentielle comme peut-être la téléphonie ou l'informatique ou des métiers de ce genre. Bien sûr. La croissance moyenne, c'est 3%. Il y a des moments où il y a eu des grosses, par exemple 2008, des grosses chutes. Après, ça reprend. Enfin, pour des financiers, c'est pas absolument merveilleux. Alors, quelle est la seule façon de pouvoir faire mieux, c'est d'accélérer la rotation du matériel. Et pour un magasin, c'est pareil. Tu as un magasin, tu viens de l'ouvrir. Au bout d'aller 1 an, 18 mois, tu as pris ta part de marché localement. Bon. Qu'est-ce que tu peux faire après ?
baisser les prix pour dire je fais des promos et tout, bah les copains à droite, ils vont faire la même chose, tous les prix baissent, t'es pas plus avancé que ça, terminé. Ouais, bon. Donc c'est pas la solution. Donc là de nouveau, seule solution, pousser les golfeurs à renouveler. Et ça, c'est vrai que ça ne me plaisait pas parce que je trouvais que franchement ça n'aidait pas vraiment les golfeurs. Parce qu'au final, les grandes marques renouvellent quand même tous les ans. Mais voilà, mais pour cette raison-là, c'est pour cette raison-là, parce que s'ils arrêtent de faire ça, imagine, tu rentres dans un magasin de golf, le magasin classique où on vend tout le reste, les balles, les chaussures, les sacs, etc. La marge brute du magasin sur le matériel de golf, c'est pas loin de 50%. Bon, donc si cette marge brute n'est plus là parce que les gars ne renouvellent plus leur matériel, eh ben t'es très mal. C'est pas avec tout le reste que tu vas pouvoir faire vivre ta boutique, payer tes vendeurs, payer ton loyer, etc., etc. C'est les clubs qui font vraiment vivre la boutique. Oui, c'est le plus gros morceau, c'est les clubs, c'est ça. Donc voilà. Et ça ne me plaisait pas. Donc j'ai cherché s'il existait autre chose. En France, il y avait rien, il y avait aucune formation, il y avait rien. J'ai été m'intéresser à ce qui se passait en Angleterre, et là j'ai trouvé une formation qui était l'émanation d'un groupe anglais qui s'appelait Golfwork, je crois, oui c'est ça. Et alors j'ai été là-bas, j'ai suivi le séminaire. C'était intéressant, mais c'était essentiellement du montage, tu vois, un bon montage, précis, pas de méthode particulière, mais voilà, un apprentissage à un montage précis et régulier. Intéressant, mais c'était pas ce que je cherchais. Moi, ce que je cherchais, c'est comment est-ce que je peux déterminer les caractéristiques des clubs qui vont optimiser le jeu du golfeur. Et là-dessus, il y avait rien. Et puis après, une fois qu'on a les caractéristiques, comment le monter? Là, oui, ça, il te montrait comment monter. Mais il n'y avait rien sur cette phase absolument essentielle pour moi qui était là. Comment je fais l'ordonnance, en quelque sorte. C'est ça. Tu vois, on sait prescrire les médicaments, mais on ne sait pas la faire. Pardon? Ouais, tu sais prescrire les médicaments, mais tu sais pas comment faire l'ordonnance. Oui, tu sais pas, pourquoi je ferais ça, pourquoi je mets telle lobe, pourquoi je mets telle longueur, pourquoi je mets tel club, etc., etc. Il n'y avait rien là-dessus. Mais alors, à l'occasion de ce séminaire, comme dans tous les bons séminaires, le soir, on était 6 à peu près, plus l'enseignant, qui était un garçon tout à fait sympathique et intéressant. On parlait de choses et d'autres, et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler d'un monsieur aux États-Unis, dont pour le premier temps, j'ai pas du tout compris le nom. C'était en fait, c'était Tom Wishon. Et ce monsieur préconisait deux choses qui m'ont interpellé. D'une part, un réglage des clubs en moment d'inertie et non pas en swing weight, c'est-à-dire le moment d'inertie, c'est un équilibrage. Qu'est-ce que tu vas chercher? Attends. Vas-y, essaie de le montrer à la caméra. Eh oui, c'est un équilibrage. Tu as le moment d'inertie, il va prendre en considération le fait que le club il tourne autour des poignets. Voilà. Alors que le swing weight, c'est uniquement une pesée statique, un équilibre statique, c'est ça, où ils ont tous le même équilibre statique. Bon. Et là, moi, j'étais choqué par ça, parce que alors c'était peut-être l'artilleur derrière, tu vois, avec mes réflexions là-dessus, en balistique, je me disais, mais enfin, comment peut-on régler un engin balistique de façon statique alors qu'il est destiné à être très dynamique. Donc, tu vois, ça m'interpellait. Bon. Et là, effectivement, ce monsieur proposait un réglage dynamique en moment d'inertie. Ça m'a dit, je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal. Et puis, il y avait une autre chose également qui m'a interpellé, c'est que justement, Tom Wishon proposait. Tu crois les coupures? Il quitte la caméra. Il y va. Un petit schéma que je le prendrai en photo celui-là pour montrer aux téléspectateurs. Mais tu vois, il proposait ici les clubs de golf, ils ont une courbure importante dans ce sens, et puis ils en ont une autre dans ce sens-là. Et il y a le bulge et le roll. Bon, voilà. Mais le problème avec le roll, c'est que ça pouvait aller de 8 degrés en bas à 13 degrés en haut. Énorme. Donc, suivant l'endroit où tu le tapes, t'as pas du tout le même loft. Voilà. C'est un gros problème. Et Tom Wishon disait, là, il y a quand même une question. Donc, lui préconisait des clubs avec beaucoup moins de roll. Le bulge, très bien, on le garde. Pourquoi? Parce que le bulge, comme tu le sais certainement, ça permet de ramener la balle. Oui, parce que quand tu prends, par exemple, une balle en pointe ici, ça donne un effet en sens inverse. Donc, ça permet de corriger en fait ça, en quelque sorte. Mais le roll
à quoi ça sert? Alors pourquoi on faisait ça? On faisait ça parce qu'on l'avait toujours fait. Parce que le golf est comme tu sais, c'est très traditionnaliste. Les bois et les drivers en bois, etc., ils avaient ces courbures, puis c'est plus agréable à l'œil, c'est vrai, c'est moins un truc vertical. Ouais, moins vertical, du coup on a l'impression que c'est peut-être plus ouvert. Voilà. Et donc on a continué après, puis on s'est aperçu, en faisant des études, oui... le roll n'a pas trop d'utilité de l'augmenter autant, d'avoir autant de roll. Le bull, c'est intéressant, puis le roll, il était là, on va le garder parce que c'est plus joli. Okay. Et d'ailleurs, dans un premier temps, Tom Wischon avait commencé à faire des drivers complètement sans aucun roll, mais il est revenu en arrière parce que c'était choquant à l'adresse. En termes tu vois ta face comme ça, voilà. Mais il y en a beaucoup moins que sur les drivers traditionnels. Alors du coup, c'est ça ce qui m'a interpellé. J'ai pris contact avec lui. On a échangé comme ça par mail, par téléphone, etc. pendant un certain temps. Et puis finalement, j'ai décidé d'aller le voir à Durango dans le Colorado. Alors c'est une vraie expédition parce que c'est Paris. Francfort, Denver, Durango. Et Denver, Durango, c'est un petit coucou bimoteur, tu vois, au-dessus des Rocheuses. T'es secoué au maximum, d'autant plus qu'il y avait une tempête de neige. Et à l'arrivée, il y avait plus d'1 mètre de neige. Et en plus, on avait annoncé 5 minutes avant l'arrivée que ma valise était restée à Francfort. Voilà. Mais ça a été très positif parce que j'avais prévu de rester 48 heures pour discuter un peu avec Tom Wischon. Moi, encore, je suis resté une semaine et j'ai appris beaucoup de choses. Alors, en rentrant, j'ai réfléchi, puis en rentrant, j'en ai parlé avec un de mes fils qui travaillait avec moi dans le magasin, et je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que tu en penses, voilà ce que j'ai vu, etc. Parce que, à la suite de mon premier stage en Angleterre, j'étais pas convaincu, je me suis dit, j'apporte pas vraiment quelque chose de fondamentalement différent. Mais là, c'était différent. Donc j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? On pourrait peut-être essayer, et puis si on fait 5% de notre chiffre, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose, et puis si on fait plus, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Et dès la première année, on a fait 40%. Donc tu proposais quoi, en fait, à cette époque? T'as vu Tom Wischon une semaine? J'ai vu Tom Wischon, et puis à ce moment-là... T'avais toujours les grandes marques à ce moment-là, j'avais toujours les grandes marques, bien sûr, oui. Tu proposais quoi? Je proposais en plus, dans un coin, les clubs Wischon montés sur mesure, etc. D'accord, après, t'as proposé les Tom Wischon à côté, en parallèle avec toutes les grandes marques. Voilà, c'est ça. Ah, il y a eu une transition quand même, il n'y a pas eu un moment où... Mais si, il y a eu un moment comme ça, mais je pouvais pas faire autrement parce que j'avais ce magasin. Tu devais survivre. Il fallait bien, oui. Mais c'est vrai que c'était carrément incompatible en quelque sorte. Ouais, bien sûr, c'était incompatible, mais du coup, t'as quand même eu parce que cette transition. t'es dans un magasin, t'as TaylorMade, Callaway, machin, etc. Et après, t'as Tom Wischon. Et puis t'as Wischon dans des têtes dans un coin séparé. Le golfeur est bon. Alors ça, oui, c'est bien, Callaway. Oui, c'est formidable et tout. Et puis ça, c'est bien, les têtes, machin. Oui, c'est très bien. Ils comprennent pas, les gars. Et première année, combien de pourcentage du chiffre d'affaires t'as réalisé avec la partie La première année, on a fait 40%, tu vois. Du chiffre d'affaires de la boutique, du chiffre d'affaires des clubs, en tout cas. Des clubs, bien sûr. Oui, tu vois, donc donc là, du coup, je me suis dit, il y a vraiment un truc là. Il y a vraiment une demande latente, non exprimée, mais latente. Mais pourquoi non exprimée? Parce que comme il n'y avait pas d'offre, il n'y avait pas de demande, les gens ne savaient pas que ça existait. C'est ça, parce qu'en fait, même là, je pense actuellement, vous qui regardez la vidéo, je pense que vous voyez à peu près Tom Wischon, Malby, KZG, etc., toutes les marques un peu exotiques qui n'existent pas sur le grand marché. Mais à l'époque, ça devait être quand même assez atypique pour le coup. Il n'y avait pas toutes ces informations, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Oui, donc en fait, connaître Tom Wischon, parce que là tu me parles, c'était les années 2000 à peu près. 2000, oui, j'ai été le voir en 2006 en fait. En 2006, même 2006, la démocratisation des marques comme ça. Il y avait très peu de choses, bien sûr, très peu de choses, tu vois, c'est ça. Et tu as quand même réussi t'as senti qu'il y avait vraiment une demande. Alors c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé dans le démarrage de tout ça, c'est que, puis alors dès que j'ai totalement arrêté le grand magasin avec tout le bazar qui allait avec pour ne faire plus que ça. C'est-à-dire que comme tu as vu ici, je ne vends absolument rien d'autre que des clubs de golf que j'ai assemblés. Oui, bien sûr. Et tu verras pas un seul club direct à prendre dans le rayon que tu peux emmener chez toi à la maison. Ça n'existe pas. Et alors on a quelques balles. Bon, les balles qu'on a, c'est toujours, j'en suis ravi parce que dès le début j'avais sélectionné Bridgestone, qui est quand même une balle remarquable et très en vue. Je dirais, tu as des grands joueurs qui jouent ça, Tiger, Lexi Thompson et d'autres, tu vois, c'est ça. Et on fait ça nous depuis toujours. Mais ça sert plutôt de petits cadeaux, des choses comme ça et tout. Et puis ça nous sert à nous aussi pour jouer au golf. Donc là, on est en 2006. Bam, tu fais 40% de ton chiffre d'affaires un an après. Tu te rends compte que là, il y a un truc à faire. Qu'est-ce que tu décides à ce moment-là? À ce moment-là, je décide dès que je peux d'arrêter le magasin, mais manque de chance, comme il y avait eu cet incendie. Là, on était au début d'un 369 et donc j'ai dû me payer encore 2 ans avec tout le bazar. J'ai
perdu beaucoup d'argent à ce moment-là pour fermer tout ça, pour ralentir, etc., pour brader, etc., etc. Et puis alors j'ai eu des expériences intéressantes. Je me rappelle, alors toujours, ça qui est intéressant parce que notre clientèle c'est uniquement des golfeurs qui réfléchissent. Je me rappelle notamment un monsieur qui était venu pour acheter une série Callaway, il voulait ça comme ci comme ça. Puis il regarde, il était curieux, il me dit mais ça qu'est-ce que c'est? C'est du Wishon et mais vous faites quoi avec ça? Je connais pas, etc. Alors je lui explique un petit peu. Et manifestement, le gars, sur le plan technique, il captait. Hein. Et il me dit, écoutez, oui, ça m'intéresse et tout. Bon, alors nous voilà, on décide de partir avec lui sur une série sur mesure Wishon. Et puis j'étais quand même interpellé par son approche et je lui dis, mais en fait, si vous me permettez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quoi votre métier? Vous avez fait quoi? Il me dit, je suis le président de Valourec, tu vois, c'est quand même pas rien. Valourec, c'était une grosse société cotée en bourse. Je dis, ah oui, bon, d'accord. Donc, je lui dis, donc, vous êtes ingénieur, vous avez fait Polytechnique. Alors, il me dit, oui, j'ai fait Polytechnique. Bon, être ingénieur, c'est autre chose, parce que Polytechnique et ingénieur, c'est un peu particulier. Bon, ce qui est vrai. J'ai une fille qui a fait Polytechnique. C'est un peu spécial, hein, les polytechniciens. Bon, voilà. Je connais pas du tout, mais donc, voilà. Mais tout ça pour te dire que cet homme-là, immédiatement, s'est dit tiens il y a quelque chose d'intéressant et j'en ai eu plusieurs si tu veux dans ce sens hein, voilà. Et donc à partir de ce moment-là on a arrêté là-bas, on a réaménagé complètement ici du coup, on s'est installé et comme tu connais c'est parfaitement bien adapté parce qu'on a cette salle-ci dans laquelle on a le Trackman, on a un atelier, on a un accueil, on a un bureau, on a un petit local de stockage et puis depuis un an on a équipé un deuxième atelier parce que quand même on a une activité assez importante. Donc on a équipé un deuxième atelier avec un monsieur qui est très bien, qui est un Ukrainien, qui est très très astucieux, qui trouve toujours des solutions pour toutes sortes de choses. C'est lui qui a créé le deuxième atelier, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est lui qui l'a construit littéralement. On l'a équipé. Je vous montre les images là. Alors là, Alex qui travaille avec moi depuis pratiquement 15 ans, a gardé son atelier parce que je me suis dit si on a deux gars dans le même atelier, ça va pas bien se passer. Ça va pas le faire. Donc on a gardé le premier atelier, on a ouvert le deuxième atelier et puis voilà. Donc l'aventure Golf & Swing, elle commence quand exactement? En 2006. 2006. Oui, 2006, ça fait 16 ans, tu vois. Ça fait 16 ans. Au mois de mars de cette année, ça fait 16 ans, tu vois. Et t'as commencé avec Alex directement? T'étais tout seul? J'ai commencé, Alex, il est arrivé, il avait un petit peu travaillé avant chez nous, comme ça, pour une petite période, il cherchait un boulot. Et puis quand j'ai ouvert ça, j'ai eu un monsieur qui a fait du montage, mais bon, c'était pas top et tout. Et puis il se trouve que j'ai eu un contact avec Alex, qui lui, j'ai eu de la chance, était passionné par ça. D'abord, Alex est un très bon golfeur. Ouais, les deux, je crois. Voilà. Et puis il joue à Villarceau, Alex Voilà, Murphy, c'est ça, oui. Vraiment un excellent golfeur. Et passionné par ces questions de montage, d'assemblage, de réglage. Et par ailleurs, parce que le montage, c'est quelque chose d'extrêmement méticuleux. Hein. Voilà. Tu vois, il faut poncer, il faut couper, il faut, etc. Alors, c'est vrai qu'au départ, c'est moi qui lui ai donné toutes les indications nécessaires pour ça. Mais je peux te dire que maintenant, il le fait de façon merveilleuse et certainement d'une façon incomparablement meilleure que ce que je pourrais faire. Il m'arrive de le faire, mais c'est pas mon truc, alors que c'est complètement le sien, tu vois. Et Sergueï également est quelqu'un qui aime bien être là-dedans, voilà, tu vois. Et justement, quand t'as commencé, est-ce que t'es arrivé ici, t'as débarqué, comment ça s'est passé les premières années? Parce que je pense que t'arrives, t'es tout nouveau, t'as pas d'expérience proprement. Oui. Alors, la chance a voulu quand même que, si tu veux, on avait tout le fonds de clientèle de l'ancien magasin. Donc, il y avait un certain nombre de gens qui nous connaissaient et qui sont venus nous voir. Mais pour l'anecdote, là aussi, parce que c'est très intéressant, ça illustre un peu le phénomène de club sur mesure. J'ai eu un monsieur, un golfeur, qui était lui-même dirigeant dans une grande société cotée en bourse et tout. Bon, tout ça pour situer le genre de profil, quoi. C'est pas n'importe qui. Bon, et ce monsieur, chaque année, pratiquement, il venait pour renouveler son matériel. Hein, des nouveautés, c'est ça. Il renouvelait. Puis quand j'ai commencé à faire le sur-mesure. Il vient me voir, il me dit écoutez, j'ai entendu dire que vous faisiez des clubs sur mesure, ça m'intéresse, est-ce que vous pourriez me faire quelque chose? Ça, j'étais rentré des États-Unis au mois de mars, le temps de mettre le truc en place, etc. C'était à la mi-avril.
Je lui dis, écoutez, moi je veux bien, mais enfin là vous allez carrément essuyer les plâtres, hein, parce que j'ai quasiment encore rien fait là-dessus, donc c'est peut-être un petit peu risqué. C'était brouillon, quoi. C'est peut-être un petit peu risqué de vous lancer là-dedans avec moi. Et il me dit, bah écoutez, je vous fais confiance, on va faire comme ça, et puis on verra bien. Bon. Je lui fais sa série, je le revois plus pendant 5 ans. Je le revois plus pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, il revient, il avait énormément progressé et tout. Il me dit, ah bah écoutez, oui, non, je suis vraiment content et tout. Est-ce que vous pouvez pas maintenant, j'ai beaucoup aimé mon jeu, est-ce que vous pourriez me faire une belle série forgée, plus voilà, plus pointue, etc., etc. Pourquoi pas et tout. Je lui fais ça et puis je l'ai plus revu pendant encore 5 ans. Voilà. Donc il renouvelait plus son matériel. Alors c'est intéressant parce que j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les boutiques traditionnelles renouvellent les marques plutôt renouvellent leur gamme tous les ans. Toi, comment tu fais en termes de business model pour vivre? Parce que en gros, les personnes qui viennent chez toi, typiquement moi les clubs, les Sterling, je les joue depuis je sais pas combien de temps. Oui, non. Mais tu as raison. Comment tu fais toi pour... Mais alors, ça rejoint, si tu veux, un des fondamentaux de notre métier pour montrer combien il est différent du métier de propriétaire d'un magasin. Quand tu es propriétaire d'un magasin, tu es content et tu félicites tes vendeurs, tu leur donnes des primes éventuellement, quand tes golfeurs reviennent régulièrement pour renouveler leur matériel. Chez nous, c'est l'inverse. Nous, on est content quand ils ne reviennent pas, ou pour vérifier leur lie, ou pour changer leur grille, etc. Ou pour prendre un café, ça arrive aussi, hein, comment ça va, etc. Et que ce sont leurs camarades de jeu, leurs amis, etc., qui les ont vu jouer, qui viennent. Tu vois, c'est complètement différent. C'est une approche totalement différente. Et c'est comme ça que j'ai des golfeurs, mais très souvent, qui viennent, qui ont des clubs de chez nous, qui ont 10 ans. Et qu'est-ce qu'on fait, ça va pas? Si, ça va très bien, avec ce qu'on va. Vous voyez, ils sont un peu usés, mais la même chose. Ok, non mais c'est intéressant. C'est ça. Donc vraiment, toi, pour toi, ça fonctionne vraiment pour ta boutique du bouche à oreille, les gens sont contents, ils en parlent. C'est essentiellement le bouche à oreille. Alors je communique également sur les réseaux, bien sûr, un peu Facebook, partout, des choses comme ça, etc. Mais c'est quand même le bouche à oreille qui est la première alimentation de ce que nous avons. Il n'y a aucun doute, hein, tu vois, c'est ça. Et c'est comme tu vois, c'est une vision totalement différente. Le magasin. Alors il arrive. J'ai plusieurs fois, ça m'est arrivé qu'un golfeur me dit, c'est vraiment bien ce que vous faites, mais vous croyez pas, les marques, ils vont certainement se mettre à faire ce que vous faites un de ces jours. Je dis non. Mais comment non? Pourquoi non? Parce que je me dis, s'ils se mettaient à faire ça, ils se tirent une balle dans le pied, ils sont morts. Ils renouvellent plus, donc c'est fini. Il est fini, ils vont dans le mur financièrement. On va en parler ça tout à l'heure, de tout ce qui est club making et tout. Là, on est vraiment sur l'intro qui dure un peu longtemps, mais je trouve que c'est intéressant toute cette histoire que tu peux nous raconter par rapport à ton expérience. Tu es quand même quelqu'un qui a du vécu, donc je trouve ça intéressant de le retranscrire dans une vidéo qui se verra plus tard. Là où tu as complètement raison de dire, mais comment tu as pu démarrer, décoller, etc., c'est une question très importante. Parce que j'ai régulièrement des jeunes gens qui m'appellent, ou même moins jeunes, tiens, j'aimerais bien, est-ce que vous pouvez me former, etc. Ouais, mais c'est ça la question que je viens de me poser. C'était exactement la question que je me posais. C'est que là, j'ai envie de devenir club maker, là, qu'est-ce que je fais? Parce que, en fait, c'est pas un truc. En fait, moi, je peux ouvrir une boutique et dire que je suis club maker, Chan. Parce que c'est pas un truc. Il n'y a pas de label officiel. Il n'y a pas de label officiel. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, la question, c'est, forcément, il y a des mauvais club makers, des bons club makers, mais comment tu fais pour être club maker en France, là, actuellement? Excellente question. Là, je suis là, qu'est-ce que je fais? Voilà, excellente question. Alors, d'abord, en France, il n'y a pas d'école à proprement parler de club making. Bon. Ceux qui l'ont fait, qui sont à peu près arrivés, ça a été un petit peu par compagnonnage avec un club maker qui est de bonne réputation, etc. Mais d'une façon générale, si tu veux, les personnes qui m'appellent, alors j'en ai formé au départ avec Alex, au montage ou à l'analyse, etc. Ils se sont quasiment tous plantés. Surinvesti, erreur de stratégie, et puis du rêve. Je suis club maker, je vais annoncer partout que je le suis. Ils vont avoir leurs copains dans un premier temps, les copains des copains, puis ça s'arrête là. Ça va pas plus loin, tu vois, avant que ça se développe, tu vois, c'est ça. Bon. Et puis, ils ne se rendent pas compte de la complexité du métier. Il m'arrive de dire à ces personnes-là, ils me disent, mais alors on fait comment? Je dis, vous savez, on fait comment? Moi, je peux vous écrire un petit opuscule d'environ 100-120 pages pour vous dire tout ce qu'il faut faire. Mais en me donnant un peu de mal, je pourrais probablement faire la même chose pour vous dire comment il faut jouer du violon, vous voyez. Puis après, vous prenez le violon, puis vous voyez avec ce qui se passe. Tu vois? Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, dans ce métier-là, certes,
il y a des procédures, Ouais. il y a des fondamentaux théoriques qui vont te guider dans ce que tu vas faire, dans l'analyse, dans le montage, etc. Et puis après, il y a l'expérience. Et ça, c'est absolument fondamental. Ouais, je suis d'accord. Quand je te parle de l'analyse, par exemple, l'analyse, tu me poses une question à un moment donné, le shaft, tu fais comment? Le shaft, ça dépend de l'analyse que tu vas faire du swing du golfeur. Sa transition, son tempo, son release, sa vitesse de swing, qui n'est qu'un des éléments, la vitesse de swing, sa force physique, etc. Bon, tu peux avoir la même vitesse en bas sur la balle et pas du tout le même swing, bien sûr. Voilà, ça sera pas le même shaft. Ça sera pas le même shaft. Bon, alors tu as tout ça, mais après, une fois que tu as fait cette analyse, tu te dis bon, c'est comment? Alors ton golfeur, tu le sens ou tu le sens pas. Ça paraît prétentieux de dire ça, mais il arrive un moment, si tu connais le métier, où tu te dis là, ça y est, c'est bon. Pourquoi? Parce que on est là, j'observe, etc. Et tu sens que le golfeur, il est bien, il est heureux. Non, je pense que c'est comme dans mon métier. Enfin, quand t'es prof de golf, tu vois le truc. Il y a un déclic. Tu peux pas l'expliquer. Il y a un déclic. C'est exactement. Tu sens qu'il a compris et qu'il s'est passé un truc. Ouais. Une sorte de feeling, je comprends ce que tu veux dire. Tu peux pas l'expliquer. Et il y a rien de plus. Mais ça, je le vois. Et depuis, je veux dire, relativement peu de temps, enfin en tout cas de plus en plus, si tu veux, il m'arrive quand même du premier coup de dire, je fais le montage, tac, 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 c'est ça. Alors une fois que j'ai fait ça, quand même après, je vais aller plus loin, et puis je vais dire, attendez, on va quand même essayer ceci, cela, cela, et hop, on revient au premier. Alors quand tu as fait ton premier montage, et puis qu'en conclusion, c'est une énorme satisfaction. C'est vrai, c'est un plaisir. Et du coup, en fait, pour devenir clubmaker, en fait, ce que tu nous dis finalement, c'est que tu es obligé d'être accompagné. En fait, c'est un sorte de compagnon, d'accompagnonnage. Il y a pas, enfin, c'est comme le golf. Je pense que tu lis pas un livre en disant que tu sais golfer après. Ah non. Donc, dans le clubmaking, ce que tu es en train de me dire finalement, c'est que t'as pas le choix que de passer par un clubmaker déjà. Ça se transmet vraiment par cette. Oui, complètement. C'est pas possible. Alors après, si tu veux, je me suis tout de suite inscrit dans une association aux États-Unis parce que c'est quand même, les États-Unis, c'est la Mecque du golf, il n'y a pas de problème. Alors, une première association qui s'appelait la PCS, Professional Clubmaker Society, bon, il se trouve qu'elle a, peu après, elle a été dissoute, il s'est passé des problèmes, etc. Et il y en a une autre qui a été créée, à laquelle j'appartiens depuis maintenant, pour 15 ans, 16 ans, qui s'appelle AGCP, Association of Golf Club Fitting Professionals, si tu veux. Et là-dedans, il y a plus de, je sais pas, on doit être 160, 170. Et combien de Français dans les 170? Oui, 160 ou 170. Et combien de Français dedans? Français, il y en a un. Ah, ok, d'accord. Okay. Et puis surtout, il y en a un, et il y a 10 masters dans cette association, parce qu'il y a différents grades. Il y a 10 masters, il y en a un qui est français, ton serviteur, tu vois, c'est ça. Donc j'en étais quand même assez fier, content et assez fier, oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai, c'est une réalité, c'est très sérieux. Il faut être fier, non, mais tu connais les Américains, c'est pas des rigolos, il faut vraiment, t'as des tests, t'as des choses, etc., des mémoires à faire et tout. Donc t'as quand même une association de clubmakers international. Oui, c'est ça. Qui réunit tous les clubmakers, enfin qui sont. Alors, ce qui m'étonne énormément, ce qui ne veut pas dire que les gars ils sont pas bons. Tu as des bons clubmakers en France, il y en a pas beaucoup, mais il y a des bons. Mais ce qui m'étonne énormément, c'est que, mais comment ils font pour enrichir leur savoir? À la GCP, tous les jours, il y a un espèce de forum et ça échange en permanence. Ouais, ça échange entre les clubmakers et donc, de tous les tu pays, parcours ça, tiens, tout d'un coup, tu dis, ah bah tiens, zut, ça, j'y avais pas pensé. Ou alors toi-même, tu as une question, tu vois, c'est toi qui tu t'interroges, tu dis, tiens, mais ça, je pourrais faire comment? Puis un cas particulier, bing, tu balances ta question là-dessus, tu en as toujours, de 1 à 10 qui ont traité le problème et qui vont dire, comment j'ai fait comme ci. Qui est à la base de cette association, du coup? C'est qui le fondateur de cette Alors, association? c'est un monsieur qui s'appelle Roy Nix, qui est ancien d'ailleurs de la PCS, qui est absolument remarquable. Il a un peu plus jeune que moi, il doit avoir dans les 72 ans. Aussi bon golfeur, maintenant moins parce qu'il a eu malheureusement la polio et tout, que clubmaker, que clubfitter. Et puis également vraiment un homme brillant, très fin, qui menait ça d'une façon extraordinaire. Puis tu en as d'autres qui sont très bons. Tu as Keith Chatham, il y en a un certain nombre comme ça. Les noms ici ne disent rien. Ouais, je pense que moi ça me parle pas. Hein. Je sais mais pas voilà, si ça c'est tous des gars tout à fait remarquables, tout à fait remarquables, bien sûr. Souvent, pas tous, mais souvent d'un haut niveau scientifique par ailleurs, tu vois, ingénieurs et autres, tu vois, c'est ça. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur tes mentors justement, parce qu'on parle, enfin Tom Wichon, je pense que c'est l'un de tes mentors.
mentor à proprement Ah parler. bah c'est mon mentor, Tom oui, de base, hein, bien sûr. Parce bien que sûr. en fait, c'est qui cet homme? Parce que enfin, je le vois sur les marques, je joue des Sterling, je vois Tom Wishon, mais en fait, c'est qui ce gars? Enfin, il a écrit des livres, j'ai vu des Alors, livres. Tom Wishon, c'est un homme qui est, alors il a été pro, bien sûr. Ok. Pro enseignant, pro joueur, pro enseignant. Oui, tout à fait, oui. Et puis après, bah, il s'est posé la même question. Il s'est dit, mais il y a un problème. Les gens jouent avec des clubs qui manifestement sont pas adaptés pour eux. Il y a certainement quelque chose à faire. Donc il s'est plongé là-dedans. Et c'est vrai qu'il est arrivé à des réalisations. Dans ce domaine-là, pour les gens qui s'y intéressent, c'est l'homme le plus connu dans le monde. Il est à l'origine de au moins 50 premières, c'est-à-dire 50 nouveautés, des choses que tu vois sur les clubs actuels de TaylorMade, Callaway et les autres, c'est lui qui les a créées au départ. Okay. Je parle, par exemple, sur les fers, les faces à haut coefficient de restitution, hein, où tu as des coefficients de restitution qui sont égaux à ceux au top des drivers, c'est-à-dire à 0,83, c'est-à-dire avec des smash cité soit de 1,50. Ouais. Bon, c'est lui qui a mis au point les premiers, tu comprends. C'est ça. Dans le domaine des forgés, le forgé, à droite à gauche, tu vois, ah oui, le forgé en 5 étapes, c'est ce qu'il y a de mieux, etc., que l'on pratique au Japon. C'est lui qui a mis ça au point, avec un ami à lui qui a une forge en Chine, c'est lui qui a mis ça au point. Les clubs forgés, cavité, ça n'existait pas avant les clubs forgés, bah, c'est ce que tu as joué tout à l'heure, c'était que des lames, tu vois, c'est ça. On ne savait pas faire. Ça aussi, c'est lui qui a mis ça au point. Les têtes de driver cup face, c'est-à-dire où la face n'est pas simplement rapportée, si tu veux, au corps, mais vraiment un peu comme un cendrier retourné, comme ça. Donc, un trampoline dont on réalise très bien que si tu veux, la diminution de l'efficacité va être sensiblement moindre quand tu t'éloignes du centre que si c'est simplement tendu comme ça. Ça aussi, c'est lui qui l'a mis au point. Donc, il a breveté beaucoup de choses, en fait, exactement. Qui sont utilisées, les premiers bois à face très, très basse, mais néanmoins avec un coefficient de restitution au maximum, à 0,83, c'est lui qui a mis ça au point. Le réglage en moment d'inertie, c'est lui qui a mis ça au point, tu vois. C'est absolument... nos amis golfeurs sont intéressés par ça, ils cherchent sur Internet Wishon première. Il y en a des pages et des pages et des pages et des pages, et encore, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Tu vois. Alors, le réglage en moment d'inertie. Bon, après, alors, t'as un réglage, faut quand même que j'en parle, qui est le mien, qui est les réglages en moment d'inertie plus en swing weight, parce qu'on peut faire les deux. Tu vois, c'est ça. Bon, alors là, j'ai pris un brevet là-dessus. Ça m'a coûté très cher, ça m'a surtout fait plaisir de le faire. Parce que ça, c'est un truc qui m'a intéressé, enfin, quand tu m'en as parlé, parce que c'était il y a 1 an ou 2 ans que tu m'avais sorti ça, t'as breveté je sais pas comment on appelle ça dans le monde du brevet, une invention, j'en sais rien, ça s'appelle une invention, qui permet de régler les clubs, en swing weight, comme le font les grandes marques, mais également en MOI. Okay. Oui. Alors c'est très intéressant. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que, si tu veux, je constate. Alors, dans l'ensemble, nous, c'est toujours réglé en moment d'inertie. Oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours réglé en moment d'inertie. Ah ouais, je reprécise pour ceux qui sont un peu perdus, parce que, je pense que c'est un peu technique pour. J'imagine juste la personne qui regarde la vidéo. Si elle commence le golf, je pense qu'elle va être morte en termes d'infos. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je tiens quand même à préciser. Mais les marques capitalisent là-dessus. C'est que les gars, ils comprennent rien, donc. Du coup, je veux juste qu'on reprécise. Le moment d'inertie, en fait, c'est un réglage qui permet. C'est la résistance à la rotation, si tu veux, d'un mobile, c'est-à-dire la tête du club, qui tourne autour d'un axe, qui sont les poignets. Mais puis c'est tout le long, parce que dans un premier temps, ça tourne autour des épaules, puis au moment crucial, qui est le release, le relâchement, ça tourne autour des poignets. Donc l'objectif du MOI, en fait, c'est d'avoir toujours la même sensation, et la même force en permanence. Voilà. Parce que sur les réglages, en fait, en swing weight, c'est pas ça. Tu peux me reprendre si je corrige, mais en gros, les réglages qui sont en swing weight et non en MOI, vous pouvez peut-être le sentir quand vous avez des clubs qui sont réglés en swing weight, c'est que vous sentez le même poids quand vous êtes à l'adresse parce qu'ils sont réglés en swing weight, mais quand vous swingez le club, par exemple un fer 9 ou un fer 5, vous allez sentir un truc bizarre au fer 5 que l'équilibrage n'est pas pareil dans la dynamique que par rapport au fer 9. Et tu as tout à fait raison, le swing weight, tu vas le sentir ici à l'adresse, puis tu vas le sentir, tu as des gars qui s'arrêtent en haut pour poser là, à l'arrêt. Alors que le MOI, c'est plus dans l'ensemble, dans le mouvement et sentir la dynamique équilibrée
le mouvement le MOI, pour l'illustrer, c'est ce qui fait qu'une patineuse qui serre les coudes, elle va tourner très vite. Si elle les écarte, elle tourne plus lentement. Exactement. Et puis si elle ouvre ses bras que d'un côté, elle se casse la figure. Exactement. Tu vois. Donc le réglage en MOI, pour que vous compreniez, si on synthétise la chose de tout ce qu'on vient de dire, c'est un réglage dynamique qui nous permet d'avoir la même sensation sur tous nos clubs. Alors qu'un swing weight va être un réglage statique qui va nous permettre d'avoir la même sensation à la statique ou au sommet en position statique. Alors, ça, c'est dans la partie, je dirais, balistique, au moment du mouvement, etc. Mais tu as d'autres réglages qui conduisent à avoir les mêmes sensations, qui sont les réglages des shafts. Parce que les shafts, à l'intérieur d'une botte de shaft, qui sont théoriquement les mêmes, en fait, ils sont tous peu ou prou différents. Donc nous, on va tous les analyser un par un, et puis on va les régler, et puis les assembler en fonction de ce qu'on appelle le profil, tu comprends ? Bien sûr. Et ça, c'est très important, ça contribue à donner les mêmes sensations. Quand on te parle, on déborde un petit peu, mais quand on vas-y, c'est intéressant. Quand on te parle du flex dans les magasins et ailleurs, le flex, c'est uniquement la flexibilité à la poignée ici. Mais ça ne s'arrête pas là, la flexibilité. Un club, il a une flexibilité qui va varier. Qui va varier en fait en fonction tout le long de sa portée. Tout le long de sa portée, c'est ce qu'on appelle la fréquence au final. Mais oui, mais c'est ça. Ça se mesure en fréquence. Ça se mesure en fréquence. Et si tu veux, ça va se. Voilà, le flex. Par exemple, ici, tu en as 2 en haut puis 2 en bas. Ils ont le même flex à la poignée, mais ils n'ont pas du tout le même profil après. Bien sûr. Et ben, ça sera pas pour les mêmes golfeurs. Exactement. Tu vois. Voilà. Alors si je résume aussi, là c'est pour expliquer, j'essaie de synthétiser pour que les personnes, enfin j'essaie de faire comprendre en tout cas la majorité de ce que tu dis, parce que c'est vachement complexe, mais pour synthétiser, tu me prends si j'ai tort, en gros on dit que dans les shafts il y a le A, il y a le R, il y a le S, mais en fait ce qu'il essaie de vous expliquer c'est que le stiff d'un shaft, les stiffs ne sont pas tous des stiffs, en fait ils sont, ils dépendent en fait. Comme il a dit sur la fréquence, en fait, il peut être stiff en haut et régular en bas et à flex. Tu vois, là, j'en ai 2, c'est super caractéristique. Tu vois, j'en ai 2 ici. Là, ces 2-là, ils ont exactement la même fréquence à la poignée. À la poignée. Et puis ici, il y en a un qui est beaucoup plus bas que l'autre, c'est-à-dire qu'il est plus souple. Et puis là, ça s'inverse. Tu vois. Oui, bien sûr. Ça sera pas du tout pour le même golfeur. Oui, bien sûr. Alors que les deux peuvent être estampillés stiff. Et oui, c'est ça. Et alors, par ailleurs, il y a aussi un autre phénomène qui est que si tu veux, il n'y a pas de nomenclature officielle. Bien sûr. A, R, ça ne veut rien dire. Il y a une marque qui va dire moi c'est celui-là, ça peut être le R de l'autre, etc. Ça veut rien dire. Donc c'est quand même un problème. Ouais, c'est sûr. Et d'où le fait d'avoir besoin de poser des chiffres et qui du coup. Et alors nous, si tu veux, ce que nous faisons, c'est qu'effectivement, au-delà de ça, nous avons une méthodologie, là aussi mise au point par Tom Wishon, qui en fonction, et puis complétée par des gars de la GCP, etc., de façon très poussée, en fonction de la typologie du swing du golfeur, transition, tempo, lentement, rapide, etc., moment du release, vitesse de swing, capacité physique du golfeur, ça compte énormément. En fonction de tout ça, on va déterminer, à l'intérieur d'une base de données que l'on a, on va déterminer le ou les shafts qui, a priori, seraient les plus indiqués, tu vois. Et puis donc, une fois qu'on a déterminé ces shafts les plus indiqués, on peut chercher d'ailleurs dans tous les shafts de la création, ils sont tous référencés, tous analysés, etc. On dit tiens, celui-là, ça peut être pas mal. Et puis après, autour de celui-là, on va tester un petit peu plus, un petit peu moins à droite et à gauche pour arriver à l'optimum. Tu vas en revenir sur une donnée du coup que beaucoup de personnes parlent, mais ne savent pas trop de quoi ils parlent. Au final, c'est le point de flexion. Ah oui, alors le point de flexion, je pensais que le point de flexion, ça, écoute, parce que moi, ça fait quand même rigoler, un point de flexion. Enfin, moi, mais oui, non, mais c'est ça. Mais pourquoi? Mais ça fait partie de ces simplifications. Alors la simplification que j'explique, tu peux me reprendre aussi, j'ai tort. C'est en gros si vous avez un point de flexion, il y a des points de flexion qui existent sur un shaft, soi-disant, haut, bas, moyen, et ça va dépendre en fonction de comment on arrive à tordre le shaft. C'est ça, oui. Pour avoir des balles plus ou moins hautes. Alors, comment on arrive à tordre, d'ailleurs, c'est au moment du release, essentiellement, oui. Sauf que, alors déjà, quand tu dis haut, moyen, bas, mais haut, ou, moyen, ou, et bas, ou. Oui, mais quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moyen, ou, bas, ou. Là,
Là, c'est toujours bas, c'est haut, c'est Ouais, quoi ça? Déjà ça, Bien sûr. hein, c'est totalement Et du flou. coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le point de flexion? Ça veut dire, c'est Bah, quoi alors le concrètement, point de dans ce flexion, cas-là? franchement, ça n'existe pas. Parce que quand tu Ça, vois, c'est clair. ça n'existe pas. Il y a une évolution Oui, continue du shaft, du shaft, ouais. de la poignée à l'extrémité. Ouais. Il n'y a pas Il n'y véritablement a pas un point de bien sûr que cassure, non. ça n'existe Bien pas, le point de sûr que cassure non. du Bien point de sûr que non. flexion. Hein, Ouais, tu ok. vois. Non, bien sûr, bien sûr. Hein. Mais c'est intéressant de le préciser parce que Tu vois, c'est ça. souvent on nous parle de point de flexion, on nous parle Hein. de régular, Ah de oui, stiff. non, mais c'est ça. Donc là, c'est intéressant de Alors comprendre maintenant, que... alors cette notion, elle correspond néanmoins à quelque chose. Effectivement, suivant que tu as un point de flexion plus bas ou plus haut, Plus ou ça moins, veut dire ouais. que ton type, c'est-à-dire la partie à l'extrémité, extrémité est plus ou moins flexible, ouais. et donc ça aura une influence sur l'angle d'envol de Ouais. la balle, mais uniquement si tu as pas mal de vitesse et un relâchement tardif. Oui. Et ça, on ne te le dit pas. Parce que si tu n'as pas un relâchement tardif, ton shaft, si tu veux, au moment du release, il prend une énorme accélération, il va se courber vers l'avant. Hein. On appelle ça le bend. Ouais. Bon. Mais si tu n'as pas un release tardif et une certaine vitesse, tu relâches par exemple ici, entre le moment où ton shaft est là et le moment où il arrive là, même si c'est tordu ici, il va revenir tout droit en bas. Donc le point de flexion, ou l'équivalent, il n'aura servi à rien, tu vois, hein, parce que ça revient tout droit. Ouais. Hein. Donc, et très très souvent, si tu veux, c'est sans effet pour cette raison-là. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Et ça n'aura vraiment un effet marqué que pour les gars qui, un, ont beaucoup de vitesse et qui, deux release tardivement. Au bon moment, ouais. Tardivement. Sinon, il y en a peu qui relèvent tardivement. Oui, ça on le sait. Sinon, finalement, le point de flexion a très peu d'impact si on n'arrive pas à garder. Voilà. Ouais, je comprends. Mais la réalité, c'est pas un point de flexion, c'est un type. Donc une extrémité plus ou moins flexible. C'est ça essentiellement. Non, mais c'est intéressant, tu vois, d'en discuter de ça parce que c'est ça. Enfin, je pense que la majorité des gens n'ont pas ce référentiel-là, on va dire, ils vont dire haut, bas. Oui, mais en fait, et ça puis n'a pas ils grand n'ont sens. pas. Et puis si tu veux, les gars qui les équipent n'ont pas les outils théoriques d'analyse de cela, n'ont pas les bases de données de comparaison des shafts, hein, et donc forcément ne les utilisent pas ou ne savent pas les utiliser. Là, éventuellement, je pourrais t'en montrer, etc. Donc, alors, la question qui me vient, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui t'empêcherait de travailler avec des grandes marques telles qu'Alawet, Cobra ou quoi que ce soit? Ils peuvent pas t'envoyer des têtes. Alors, et que deux tu choses. le mettes sur les shafts si tu veux, deux choses. Ces marques-là, en tout cas en Europe, ne vendent pas leurs têtes séparément. Hein. D'accord, c'est le club. Mais oui, mais on comprend pourquoi. Parce que si tu fais ça, tu donnes une prime au club maker. Tu dis ce qui compte vraiment, c'est le fitting et le club making, tu vois. Non, mais ça leur permettrait de vendre plus. Oui, mais enfin en même temps, si tu veux, c'est comme les produits génériques en médecine, ça donne la prime au médecin sur le médicament en quelque sorte. Hein. Ouais. Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne prescription et pas ce qui est écrit dessus, tu comprends. Et donc ça les ennuie beaucoup. La marque à ce moment-là prend beaucoup moins d'importance, tu vois. Et ça évidemment, ça les gêne énormément. Alors aux États-Unis, pressés justement par le développement des club makers, ils commencent à le faire. Ils commencent à vendre leurs têtes séparément. Si ok. Ah ok. Les grandes marques commencent à le vendre aux États-Unis. Oui, tout à fait. Bon, France, et d'ailleurs, récemment en France, si tu veux, je sais pas si tu suis les publications de Laurent Agostini, qui est un monsieur intéressant. Il se donne beaucoup de mal pour analyser tout ce qui se passe, etc. Ouais. Et moi, je l'avais eu au téléphone. C'est créateur de My Golf Media, c'était mon club de golf ou mon. Oh, je sais même plus. Voilà, mais là maintenant c'est My Golf Media. Ah ok, il a changé de nom. Okay, c'est ça. Et il fait des analyses souvent intéressantes, mais je dois dire, suivant ta remarque, il me dit mais dis non, mais c'est drôlement complexe. Alors il fait des analyses et là encore récemment, je lui ai écrit pour dire écoute, ce que tu dis c'est très bien, mais attends, il y a aussi ça et puis il y a ça, puis il y a ça, et puis ça, parce que la complexité de ce qui conduit à un bon coup ou pas, à un bon fonctionnement d'un shaft, là, c'est quand même pas simple, tu vois. Ah ouais, non, c'est clair. C'est ça. Bah, je pense qu'à travers, ne serait-ce qu'on voilà. a parlé du shaft. Là, dans une édition tout à fait récente là, de cet été, My Golf Media avec Laurent Agostini disait que le premier semestre chez les magasins de golf, alors j'en sais rien, moi j'y ai pas été, avait été plutôt très mauvais. Alors que le nôtre a été très bon, c'est peut-être le meilleur qu'on ait fait depuis qu'on a démarré, avec vraiment une progression considérable. Et il en concluait que de plus en plus de golfeurs étaient conscients de l'importance de faire des clubs vraiment adaptés pour eux, et que du coup, les marques commençaient à s'interroger
pour le faire. Et éventuellement, même ne plus vendre du tout leur club au travers des magasins, mais le vendre en direct. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Parce direct, que les magasins, ils vont au casse-pipe avec ça. Okay. Voilà. Et par ailleurs, moi, je n'y crois pas. Parce que, si tu veux, moi ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 golfeurs par jour, pas plus, parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps. Si tu fais ça dans un magasin, pour l'anecdote, j'avais un de mes camarades de l'association américaine qui connaissait bien Ernie Callaway, le créateur de Callaway. Et Callaway lui disait, alors 2 choses. Lui disait, tu sais, chez nous, puis on en reviendra là-dessus, chez nous, dans le prix de vente d'un club Callaway, il y a 43% de marketing. De coût du marketing, ça fait quand même beaucoup. Et puis le dirigeant d'une grande chaîne américaine, je sais plus laquelle, qui lui disait, tu sais, nous, si un vendeur met plus d'un quart d'heure pour vendre un driver, on commence à perdre de l'argent. Moi, un driver, je mets 1h30, 2 heures, et parfois plus, tu vois, c'est ça. Voilà. Puis si ça va pas, je vais dire, revenez, on va régler. Tu vois. Donc en fait, je rebondis sur ça, mais selon toi, moi je pense que, je connais ta réponse, mais pourquoi sur le PGA, sur le livre, sur tout ce qui est grand, pourquoi on n'a pas des marques pourquoi on n'a pas des marques comme ça? Pourquoi on n'a pas du Tom Motion? Pourquoi on n'a pas C'est très simple, la réponse est extrêmement simple. C'est que le tour n'est que la vitrine, si tu veux, des marques qui utilisent cette vitrine pour faire connaître leurs produits, pour diffuser leurs produits. C'est tout. Les golfeurs jouent telle ou telle marque. Alors, évidemment, à l'intérieur de ces marques, ils vont avoir le choix, mais ils jouent telle ou telle marque, non pas parce qu'ils ont envie de jouer telle marque, mais parce qu'ils sont payés pour la jouer. C'est tout. Et d'ailleurs, il y a eu un cas tout à fait emblématique qui a été KJ Choi, qui, alors ça remonte à un moment déjà, peut-être 8-10 ans, qui avait gagné le World Championship. Les journalistes lui avaient dit, mais quand même, KJ, tu joues du Murat, t'es pas sponsorisé, t'as fait faire tes clubs par Monsieur Murat dans son coin, etc. Explique-nous comment ça se fait et tout. Et Choi avait expliqué, il dit, vous savez, moi j'ai gagné suffisamment d'argent, maintenant j'ai envie de me faire plaisir et d'avoir des clubs que j'aime bien. Que j'ai envie de jouer, voilà, c'est ça, tu vois. C'est clair que quand on te propose 50 millions pour jouer une marque, je pense que tu vas pas te donc, et alors après, c'est vrai que les fabricants de composants, tels que Tom Motion, mais il y en a d'autres également, ne veulent en aucun cas payer des golfeurs parce qu'ils disent que c'est de l'argent dépensé inutilement, que ça ne ferait qu'augmenter le prix de revient de leur club. Et si tu veux, il va falloir vendre plus cher le club forcément. Mais oui, mais beaucoup plus cher, mais beaucoup plus cher. 43%, tu me disais pour Callaway. Et qu'il vaut beaucoup mieux utiliser cette potentiel de marge pour le fitting, pour rémunérer un bon clubmaker, que pour dire que c'est formidable, etc. Tu vois, c'est ça. Par ailleurs, il y a aussi un autre aspect, c'est que, et ce qui m'arrive souvent de dire aux golfeurs, c'est pas parce que je ne sais pas qui, McIlroy a gagné avec tel club, ou que machin, que pour vous ou pour moi, ça va être bon. Ça le faire, il n'y a aucun rapport, si tu veux. Chaque club est différent, donc et ces gars-là, évidemment, ont fait régler leur club aux petits oignons complètement. Voilà, et c'est ça qui va compter au final. Non, c'est clair, je suis d'accord. En fait, je prends souvent l'exemple, l'analogie pour expliquer ça à mes élèves. C'est vous imaginez une voiture, les mecs qui font des rallyes ou quoi que ce soit. Quand vous achetez ces voitures, c'est pas celle que vous voyez à la télé que vous avez. Donc c'est exactement le même principe. Et qui dit que vous serez capable de la conduire? Mais bien sûr. Et en fait, c'est le même principe. Mais alors, ça rejoint une question là que tu me posais par ailleurs à propos des longueurs uniques. On allait en venir aux longueurs uniques. Mais oui, mais parce que j'ai fait une vidéo avant celle-là où je présente en fait les clubs que je joue. Il y a sûrement du radotage qui va arriver parce que la vidéo que je fais, elle va pas tarder à sortir. Enfin, je l'ai filmée, je l'ai montée, etc. Mais on va en parler de la longueur unique parce que je joue personnellement des longueurs uniques aussi. Et on va y venir après, t'inquiète sur la longueur unique. Moi, j'ai envie de savoir aussi, c'est quoi selon toi la différence, parce qu'on en parlait tout à l'heure, en fait, entre ce que toi tu proposes et ce qu'une grande boutique de golf va proposer en termes de fitting. Parce qu'en fait, les gens, ils ont pas vraiment, finalement, ils peuvent pas se dire il y a une grosse différence entre un clubmaker et un mec qui fait un fitting dans une grande boutique. Tu fais du fitting, ça s'appelle du fitting. C'est quoi la grosse différence pour toi? Alors, il y a plusieurs. Déjà, au départ, différence fondamentale, nous n'avons pas du tout le même business model. Comme je te le disais, nous sommes là pour faire des clubs qui fonctionneront bien et qui fonctionneront bien durablement. Nous ne sommes pas là pour que les golfeurs renouvellent régulièrement leur club. Ça, c'est déjà une énorme différence. Oui, bien sûr. Et ça dicte un petit peu tout le reste. Tout le reste, voilà. Alors, deuxièmement, si tu veux, dans les réglages eux-mêmes, je veux dire, quand sur un club de golf, tu as au moins 12 paramètres distincts que tu vas pouvoir régler.
dans les fittings magasins, c'est jamais fait. C'est un minimum, un peu la longueur, un peu le lie, un peu la longueur, point barre, et dans des proportions très modestes. Ici, tu as certains clubs, ça on pourra en parler, tiens, je vais te montrer, qui sont absolument étonnants, où tu des bois. Ouais. Les hybrides aussi, tu vois, pareil. Tu as un slot ici. Ouais. Tu as un slot ici. Hein. Tu en as 2 ici. Tu en as un 3e là. Et éventuellement, tu peux encore ajouter quelque chose au bout du shaft. Ce qui fait que tu peux faire varier le poids le de grammage, cette tête et le centre de gravité aussi. De plus de 30 grammes. Hein. Tu as 9 grammes ici, 12, 21, 9, 30... Le shaft, 39 grammes. 39 grammes, ça te fait 5 fois 7, ça te fait 5 demi-pouces de variation. 5 demi-pouces, ça te fait 2,5, ça te fait 3 pouces. Donc tu peux faire varier ta longueur de club de 3 pouces dans un sens et dans l'autre sans pénaliser l'équilibre. Ouais, parce que forcément, rajouter du poids en tête va influencer la longueur aussi tout en gardant le bon équilibre, tout en gardant le bon moment d'inertie, tu vois. C'est absolument unique. Puis après, tu vas me dire, bah oui, mais c'est bien joli, mais enfin, si tu les allonges, tu les rachis comme ça de 2 pouces et tout, ton club, il va reposer comme ça, ou il va reposer comme ça. Oui, sauf que là-dessus, tu peux tordre. Ouais. Ça n'existe nulle part ailleurs que chez Wishon. Tu peux tordre le hosel dans ce sens et dans ce sens jusqu'à 4 degrés, tu vois. 4 degrés, énorme. Degrés, ouais. Oui, sur ces documents, il met un peu moins, mais dans la réalité, si tu fais attention, tu peux les bouger jusque-là, tu vois, c'est ça. Donc la différence, c'est vraiment pour toi mais c'est la différence la possibilité de réglage. Et complètement. Et ben en fait, elle est infinie si tu multiplies. Oui, mais c'est ça, c'est absolument énorme. Mais elle multiplie. Mais ça, aucune marque, aucun magasin ne sait le faire, et d'ailleurs s'ils ne savent pas le faire, s'ils voulaient l'apprendre à le faire, ils sauraient le faire, forcément. Bien sûr. Mais c'est pas dans leur business model, c'est pas dans leur objectif. Bon, après... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, quand on fait un fitting, c'est on règle le lie, on règle la longueur, voilà. Après je te fais une fiche, et la fiche, et puis j'essaye, là, tac, et puis voilà, mais j'essaye ce que j'ai. Ouais, après on fait une fiche, et après on j'essaye ce que j'ai, je sais pas autre chose. Nous, les shafts, parce qu'un shaft, ça se règle. Un shaft, ça se règle en le coupant plus ou moins au type, si tu veux. Ouais, au type, ouais, bien sûr. Hein tu dis bien sûr, mais pour le golfeur moyen, lui, il sait pas ça. Hein ça, tu commences à en connaître, mais tu vois, ici, tu peux agir en coupant plus ou moins ici, et ton profil de shaft va changer diamétralement, ça sera plus du tout le même. Tu vois, c'est ça. Bon, ça, on va s'en occuper, et on va régler aux petits oignons de manière à optimiser tout ça, tu vois. En fait, c'est la possibilité de réglage qui est beaucoup plus importante. Mais bien sûr. Après, alors tu as le réglage évidemment en moment d'inertie. Ouais. Tu as le réglage éventuellement avec mon système en perfect balance, c'est-à-dire moment d'inertie et swing weight. Tu as le réglage en hauteur constante à l'adresse. Alors ça veut pas dire que ça sera la longueur constante, bien sûr. Mais on va régler le lie et la longueur de telle sorte que effectivement à l'adresse le golfeur aura toujours la même posture, si tu veux, c'est ça. C'est déjà un progrès par rapport au réglage montage traditionnel. Bon, ça n'existe pas. Tu as aussi un autre réglage qui est celui de l'oscillation linéaire. Oui. Donc l'oscillation linéaire, si tu veux, il y a sur n'importe quel shaft, il y a un point. Non, alors tu as des shafts qui coûtent très très cher, comme par exemple les TPT, où il n'y a pas, ils oscillent toujours de façon linéaire. Ouais, linéaire, vraiment. Oui, c'est ça. Parce qu'un shaft, en fait, ça bouge normalement. Oui, c'est ça. Ça va être toujours. Et si c'est mal réglé, en fait, on va le voir au laser. On met un laser sur le shaft. Alors chez nous, d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sur notre site. Je vais essayer de la trouver, vous la mettre, parce que j'explique ça un peu brouillon. C'est ça. On voit très bien. Quand c'est pas réglé, ça fait comme ça. Puis quand c'est réglé, ça fait comme ça. Et la différence, c'est ce que tu vois là-bas. C'est-à-dire qu'à droite, c'est réglé, à gauche, c'est pas réglé. Tu vois que les impacts sont beaucoup plus resserrés à droite qu'à gauche. Donc tu as plus de précision dans ton jeu, quoi. C'est tout. Et des sensations également homogènes. D'ailleurs, à tel point que j'avais fait pour mon associé que tu connais là, qui est enseignant comme toi, qui est pro, il avait une série longueur unique que je lui avais fait dès le début parce qu'il était d'entrée de jeu, il était fan. Et puis au bout de 5 ans, elle était complètement râpée, usée et tout. Il me dit tu me la refais, etc. Et je la refais comment? La même chose. Bon, très bien, je l'ai refait. Et puis quelque temps après, il me dit, mais attends, j'ai dit, ça va ta série? Il me dit, oui, ça va très bien. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait là? T'as fait un truc différent. Et je dis, oui, effectivement, parce que qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai beaucoup plus d'homogénéité, de sensations d'un club à l'autre, etc.
Ben, je lui dis parce que je les ai réglés en oscillation linéaire. La première, elle n'avait pas été réglée en oscillation linéaire, la deuxième, oui. D'accord, il l'a senti. Et donc, il m'a dit, bah oui, bah, ça se sent très nettement, quoi. Voilà, d'accord, c'est ça. intéressant. Ouais, c'est ça. Ben, on va en parler d'ailleurs des longueurs uniques. Et donc, tu vois, tu as ces réglages-là qui n'existent pas, en magasin. Pas en magasin. Après, tu as aussi une chose, alors ça paraît quand même extraordinaire, mais très très souvent, on voit arriver des golfeurs qui ont acheté comme ça des séries à droite et à gauche, dont l'échelonnement des lailles et le positionnement des lofts est complètement aberrant. Oui, je sais. Ça n'a pas été vérifié ni re-réglé. Je sais. Parce qu'au niveau de la fabrication, il y a des tolérances, et si t'as pas de chance, et ben voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était assez drôle parce que quand là, il vient de dire un truc assez marquant dans l'industrie du golf, c'est que, bah, en fait, si vous voulez les cahiers des charges, en fait, en termes de lie, de loft, on a le droit à des degrés d'écart dans les grandes marques. Donc en fait, votre 56, il fait peut-être pas 56, il fait peut-être 55, 50. Mais voilà, mais 54, alors si t'as pas de chance, 57, et si on a tu pas de veux, chance, la tolérance, elle est de... la marge de tolérance, elle est de combien sur les grandes marques? Elle était de 2 degrés, là, toujours sous la pression des clubmakers, ils font plus attention, mais il y a bien 1 degré, 1 degré et demi. Ouais. Alors si t'as pas de chance, t'es 1 degré et demi dans un sens pour un club, et puis celui d'à côté, il est 1 demi dans l'autre sens. Ouais, ça fait 3 degrés. Ou 3 degrés, ou tu te retrouves à 0. Ouais, 0. Tu vois, si on s'inverse. Et tu te demandes pourquoi tes clubs, il y en a pas un qui va plus loin que l'autre. Non, c'est sûr. Et pour l'anecdote, c'était drôle, j'avais croisé je sais pas si je peux citer le nom, bon, de toute façon on s'en fiche. Ouais. Bref, c'est sur le Challenge Tour, je crois que c'était ça son prénom, mais un excellent joueur de golf que je suis, je suivais en carrière amateur et qui est, je crois, maintenant sur le Challenge Tour. Et je l'avais croisé dans une boutique de club making que je citerai pas parce que j'avais pas envie que ça crée des polémiques ou quoi que ce soit. Mais du coup, il avait acheté une série Titleist et il est allé chez le club maker et je l'avais croisé là-bas. Et je lui dis, tiens, enfin, je te connais, qu'est-ce que tu fais là et tout. Il fait, en fait, ils font n'importe quoi les marques. Ils m'ont réglé les clubs. Mais moi, j'ai eu un cas comme ça. Du coup, il fallait qu'il retourne sur un rétrofitting. C'était du délire total. Non, mais c'est du délire en termes de. Alors, on le met pas systématiquement sur, mais je peux te dire qu'on pourrait en mettre des clubs comme ça de marques qui sont réglés. Puis en réalité, c'est du grand n'importe quoi. Non, c'est du grand n'importe quoi parce qu'il y a des machines pour régler les lies, pour vérifier les lofts, etc. Et on se rend compte que c'est un peu n'importe quoi. Les gars, ils se cachent derrière le fait qu'ils se disent qui va vérifier. D'abord, ils n'ont pas les machines pour vérifier. Non, mais c'est clair que personne n'a des machines pour vérifier les lives ou les lofts. Mais c'est intéressant parce que finalement, j'ai beaucoup d'élèves aussi que j'envoie chez André, parce qu'on travaille ensemble. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'envoie les élèves chez André. D'ailleurs, je tiens à préciser cette vidéo. Par exemple, André ne paye pas cette vidéo ou quoi que ce soit. C'est juste que je le connais depuis tellement longtemps que il fait partie du cadre de mon entourage golf professionnel où j'ai une entière confiance envers André. Ouais. Donc, je dis pas ça pour faire de la pub à André ou quoi que ce soit. Non, mais c'est vrai. Mais en termes quand j'envoie mes élèves chez toi, je sais que ça va bien se passer et que généralement, quand on fait le check-up de leur club, quand je viens avec eux, et puis c'est vraiment quasiment, c'est très généralement, c'est pas des deals commerciaux, je te donne tant, machin, tout ça, pas du tout. C'est vraiment, on se dit, on a l'amour du travail bien fait, de l'amélioration. Et voilà. Et donc, moi, quand j'envoie mes élèves chez toi, c'est parce que j'ai entièrement confiance en toi. Je suis pas là je prends pas un billet sur chaque vente ou quoi que ce soit. C'est pas mon objectif. Je m'en fous de l'oseille. J'en ai plusieurs comme toi. Et t'en as plusieurs, j'espère bien, parce que c'est l'amour du travail bien fait. Voilà. Moi, j'ai pas envie d'envoyer un élève chez un mec. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de fondamental dans tout ce qui tourne autour du club fitting, club making professionnel. À la limite, on pourrait se dire, c'est pas un vrai business, parce que les gars qui sont là, allez, c'est des allumés, c'est pas des gars qui courent après la fortune, c'est d'ailleurs pas là qu'ils la feront. C'est qu'ils aiment faire ce qu'ils font et ils recherchent la perfection. Exactement. Moi, dans mon association aux États-Unis, ils ont tous peu ou prou le même profil que moi. C'est des gars qui ont fait une autre carrière avant et qui maintenant sont très heureux de faire ça. Non, mais c'est sûr. Parce que c'est gratifiant. Ouais, c'est gratifiant. Tu vois, c'est ça. De toute façon, si tu continues à 78 ans, c'est qu'il y a mais bien sûr. Une raison. À 78 ans, pour qu'on travaille. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de revenir ici le matin, de me dire, tiens, on va faire ci, on va faire ça, et puis on va tester, et puis machin, un truc. Tu vois, puis en permanence, dire, si j'essayais ceci, si j'essayais ça. C'est intéressant. Et là, je voudrais qu'on vienne justement sur les clubs à longueur unique. Parce que là, c'est une de tes spécialités quand même. Ici, je joue des clubs à longueur unique, comme je vous l'ai dit. J'ai peut-être sorti la vidéo depuis celle-là que je suis en train de tourner actuellement. Mais quelle est ta part, toi, dans ton business, club longueur unique et, j'en sais rien, les autres marques, quoi que ce soit, ça représente combien de pourcents de ton business, la longueur unique? Allez, je dirais que c'est au moins 90%.
90%. Ouais. C'est alors. Ok, je pensais pas autant. Okay. Ah oui, non, c'est énorme. Alors depuis quelque temps, je me suis dit tiens, il faut quand même pas qu'on oublie les autres et donc j'ai recomplété, j'ai cherché. Tu vois, on fait beaucoup de. J'ai des têtes en forgé essentiellement. Je fais ça qui m'intéresse en forgé, que ça soit Murat, que ça soit Grindworks, que ça soit Wishon, qui sont tout à fait remarquables. Et effectivement, j'ai des golfeurs qui viennent pour ça. T'as quand même des demandes, oui, pour. Oui, j'ai des golfeurs qui viennent pour ça, effectivement. Pour ça, pour les forges, et là, on leur fait des réglages, mais tout à fait spécifiques et qui ne trouveront pas sur des clubs, que ce soit Callaway, TaylorMade, etc. Parce que hauteur constante à l'adresse, parce que moment d'inertie, parce que oscillation linéaire, parce que échelonnement des lofts étudiés, calculés pour eux. Ouais, mais bien sûr, tu vois, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est considérable. Et pourquoi 80 ? C'est pas que je les pousse à ça. Les gens, ils viennent ici, ils testent. C'est uniquement sur les tests. Je sais, bien sûr. C'est ça. Et puis ils voient bien. C'est ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est que pour moi, en fait, la longueur unique, on est quand même sur quelque chose où c'est factuel. Mais bien sûr. On peut pas dire que c'est mal, parce que c'est factuel, c'est des données, c'est des balles, c'est un cône de dispersion, c'est une vitesse de club, c'est un smash, tout est calculable. Mais bien sûr. Et la longueur unique, quand on le voit, je fais souvent passer des élèves d'un club qu'ils ont eu comme ça et à la longueur unique. Clairement, en termes de cône de dispersion, en termes de régularité de contact, bien sûr, on est sur autre chose. Ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est si vous avez des problèmes avec par exemple le fer 4, vous n'arrivez pas à le taper, le fer 5, vous n'arrivez pas à le taper. Imaginez-vous avoir un fer 5 à longueur de fer 8. Ah oui, c'est quand même plus facile. C'est quand même plus facile, on est d'accord. Et alors après, est-ce que tu dirais que justement la longueur unique, c'est vraiment la vérité, pas la vérité, mais le Graal du golf, en fait, pour le golfeur amateur ou pas ? Oh, mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Ouais, toi, t'en es persuadé. Et je dirais, à la limite, pour le golfeur professionnel, ça serait aussi, mais il va pas le faire. Pourquoi ? D'abord, parce que les marques ne vont pas le sponsoriser là-dessus. C'est quand même une bonne raison. Et puis après, parce que meilleur est ton niveau, forcément, moins ça va t'apporter. Je vais te dire, la réaction d'un coach excellent et très connu de la région parisienne, il a entraîné des golfeurs du Tour, etc. Quand c'est sorti, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses ? Il me dit, que du bien, évidemment. Et je dis, ah bon, mais alors, à ton avis, c'est pour quel type de golfeur ? Il réfléchit même pas 30 secondes, il me dit, écoute, pour 97% des golfeurs. Alors je lui dis, et les golfeurs pour lesquels c'est pas bon, c'est lesquels ? Il me dit, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est des golfeurs qui, jouent depuis très longtemps et qui, jouent très bien. Donc les gars, ils vont se dire, est-ce que je vais changer toutes mes habitudes, etc. pour peut-être gagner peanuts, parce qu'ils ne gagneront que peanuts, ils sont très très bons avec ce qu'ils font. Exactement. Tu vois, c'est ça. Et le président de notre association des États-Unis, quelques mois après, au mois de novembre, je me rappelle encore très bien, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup d'excitation au bord de ça. On lui a posé la question, et lui, je te dis, c'est un aussi bon golfeur que club fitter, club maker. Il nous a fait, mais exactement la même réponse. Il dit, moi, je trouve ça génial, mais vous comprenez, moi, je joue au golf depuis que j'ai 8 ans, je me mets à l'adresse les yeux fermés avec tous les clubs, etc. Exactement. C'est pas maintenant que j'ai 72 ans que je vais changer. Non, c'est clair. C'est tout. Non, mais c'est clair, c'est que ce que et puis alors après, il y a un autre phénomène qui peut être le fait que ça plaît ou ça plaît pas. Ça, c'est complètement différent. Là aussi, j'ai eu un très très bon joueur de golf qui a joué sur le tour d'ailleurs. Il voulait ça absolument, mais je lui ai dit, je suis sûr que ça te plaira pas. Ah mais si, tu me fais ça, tu me fais ça. Bon, il est revenu t'avais raison, etc. Mais je m'en doutais, si tu veux. Lui, il était habitué à ces trucs. Non, mais bien sûr. Voilà, ce que je disais dans la vidéo, c'est qu'on t'a beau donner un manche à balai à Tiger, il va faire des choses extraordinaires avec. Mais bien sûr. Mais pour la personne qui golfe une fois tous les mois sur un parcours, un 18 trous, autant chercher la facilité. Et puis je veux dire, j'ai des golfeurs, j'en ai une, elle est 2 d'index, elle est venue chez moi pour ça. Elle me dit, tu me fais ça. Bon. Et puis j'ai également des débutants, parce que pour les débutants, c'est absolument magique. Oui, pour les débutants, c'est magique. Je suis Alors tu vas démarrer avec 3 clubs, et puis après tu complètes, etc. Non, je suis d'accord, c'est complètement magique. Et je peux te dire, moi je joue donc depuis plus de 50 ans. Honnêtement, j'ai jamais aussi bien joué que depuis que je joue avec ça. Ah, bien sûr. J'ai vu pour ma femme. Elle s'est mise au golf. On s'est remariés il y a bientôt 13 ans. Elle s'est mise au golf 2 ou 3 ans après son arrivée. Je lui avais fait un petit ensemble qui lui allait bien. Elle est sportive, elle a bien démarré et tout. Mais le jour où elle est passée aux longueurs uniques, elle a décollé, tu vois, littéralement. Ah, ça m'étonne pas. Les longueurs uniques, vraiment, moi, ça m'a tellement plus facile en fait. On se prend plus le chaud. Olivier Gossy, mon associé. Mais alors lui, tout de suite, quand c'est paru, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses ? Tu crois qu'on fait ça ? Il m'a dit, évidemment qu'on fait ça. Bon, et lui, il jouait ces forgés là qui sont là-bas, qu'il adorait, c'est ceux-là, et réglés aux petits oignons comme tu l'imagines et tout, et il ne jurait que par ça.
Le jour où il a eu ses longueurs uniques, les autres, terminés, oubliés. Ouais, bien sûr. Il va régulièrement en vacances à Montpellier, sa belle famille là-bas. Il y a 2 ans, retour de vacances, alors comme nous tous, ah tiens, t'étais où en vacances, ça s'est passé comment? Nana, c'était sympa, t'as eu beau temps, tout bon. Alors je dis, t'as joué au golf? Il me dit, oh, pas trop. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, j'avais pas ma Sterling. Je dis, ben oui, ah, tiens, c'est intéressant. Alors, avec quoi t'as joué? Ben, mon ancienne série. Ah, ben, je lui dis, ben, ça, alors, c'est vraiment intéressant. Alors, comment ça s'est passé avec ton ancienne série? Il me dit, écoute, il a fallu que je me réhabitue, mais après, c'était pas mal, hein. Puis il a ajouté dans la foulée. Puis quand je suis rentré et que j'ai repris ma Sterling, c'était du bonheur. C'est sûr. C'est ça. Parce que j'ai envie de casser une idée reçue. En fait, c'est beaucoup de mes élèves qui me disent, ouais, mais le club making, le fitting, c'est pour des personnes qui sont très très bons au golf. C'est l'inverse. Et en fait, c'est l'inverse. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que des clubs sur mesure, comme je disais, on peut donner un balai à Bien Tiger, sûr, il va s'en sortir, vous inquiétez pas. Ouais. Mais moi, je fais partie des golfeurs amateurs. Enfin, moi, je me considère comme golfeur amateur. Tu es très bon, mais oui, c'est là, je te comprends. Moi, je me considère comme golfeur amateur. Je me considère pas comme golfeur professionnel. Loin de là, j'enseigne. Tu as raison, mais c'est vrai. Mais pour nous, en tout cas, golfeurs amateurs, je trouve que quand même, chercher la facilité où on peut en l'avoir, pourquoi on s'en priverait en fait? Le fitting et le club making a beaucoup plus d'influence sur le jeu d'un amateur qu'un professionnel. Absolument. Vous avez donné des sterling à Rory, il bon, va faire la même chose. Hein. Voilà, on va pas s'inquiéter. Hein. Il va la swinguer pareil, il va la swinguer très fort. Tu as un autre exemple, Alex, que tu connais, très bon golfeur. Index officiel, il est autour de 9. En réalité, à Villarceau, il joue souvent dans le par. Bon, alors il connaît le parcours par cœur, mais il est très très bon golfeur. Bon. Et pareil, lui, il avait cette série-là. Voilà, très très belle série forgée, très belle série forgée de Wishon, etc. Tu vois, alors c'est lui, il l'avait peaufiné, vraiment fantastique et tout. Il ne jurait que par ça, et il a joué très très bien d'ailleurs. Et je n'arrivais pas à lui faire tester la longueur unique. Oh ben non, parce que moi, nanana, etc. Bon. Puis un beau jour, j'ai vu un golfeur. On travaille ensemble. Il me commande une longueur unique, on assemble la longueur unique, puis il revient, c'est un monsieur charmant, il me dit, écoutez, je suis désolé, mais là, ma fille m'a offert une série et tout, donc là, je suis embêté, j'en ai 2, bon, est-ce qu'on peut pas trouver un arrangement et tout? Bon. Je dis, bah oui, on va trouver un arrangement, je lui ai repris sa série, elle était là dans un coin, et puis un beau jour, Alex allait à Villarceau, c'était un gars qui avait un peu le même gabarit qu'Alex, un peu la même typologie de swing, etc. Je dis, Alex, tu veux pas l'essayer, là, sa série, quand même? Il l'a essayé, depuis celle-là, elle est dans le sac. Ah ouais. Ça. Et je te montrerai là-dessus, tu pourras prendre une photo. Il y a un coup de faire 6 avec sa série à longueur unique. La balle, elle tombe à 181 mètres quand même. C'est pas si mal, tu vois, c'est ça. Ah, bien sûr. Tu vois, c'est ça. Et alors qu'elle a une longueur de pitching wedge. De pitching wedge, de sa série d'avant. Est-ce que tu penses que les grandes marques au final font n'importe quoi, ou est-ce qu'il en faut pour tous les publics selon toi? Parce que non, mais moi, ce que j'aime bien dire, en fait, je crache pas sur les marques, etc. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts, mais il y en a qui, voilà, il faut des personnes qui achètent du Callaway, il faut des personnes qui achètent du Titleist, d'autres qui achètent du Tom Wishon. Mais c'est quoi ton avis? Est-ce que tu as un avis ultra tranché sur les marques, les grandes marques comme ça? Une marque par rapport à l'autre ou l'ensemble? L'ensemble. Alors l'ensemble, c'est très simple l'ensemble. Ce sujet, une anecdote qui est que déjà je te décrivais les impératifs du business model de ces marques, des magasins qui fonctionnent avec, qui font qu'ils sont obligés de renouveler chaque année. Et une anecdote qui illustre bien ce qui se passe. C'était il y a déjà un petit moment, je visitais le salon d'Orlando. J'aime bien y aller de temps en temps parce que voilà, c'est extraordinaire Orlando, c'est la démesure à l'américaine et tout ça. Bon. Puis tu rencontres des gens du monde entier, dont certains que tu connais, ça fait plaisir. Il y a notamment la personne là, qui fait la plupart de nos outils, qui est de Taïwan et tout. Moi, j'avais souvent correspondu avec lui, mais je le connaissais pas. Ben là, je l'ai rencontré, c'était super sympa et tout. Voilà. Comme ça. Et là, j'étais au salon et puis je vois arriver du fond d'une allée, je vois arriver un gars là que je connaissais bien, qui depuis que je connaissais avait pris du galon, forcément, puisque je l'avais connu il y a plus de 20 ans, et il fonce vers moi, et je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais prendre et tout, bon. Et il arrive, et il me dit, ah salut, tiens, ça fait plaisir de te voir et tout. Et puis dans la foulée, il me dit, tu sais que j'ai vu toutes tes vidéos. Je me suis dit, oh là là, ça commence mal là. Ouais. Alors moi, pour essayer d'arranger les choses, j'ai dit ouais, mais tu sais, bon,
Oui, je sais. On fait pas le même métier. Nous, on est là pour vendre. Et c'était qui ce gars-là? Je suis complètement d'accord avec Ouais, toi, a-t-il ajouté. Je suis complètement d'accord avec toi. Ok. Hein. Et Mais on fait pas le même métier. et Nous, on est là c'était qui? pour C'était un vendre. mec d'une grande marque ou c'était quoi? Ah oui. D'accord. Ouais, je peux pas Ouais, tu dire peux pas qui, dire parce que même en te faisant totalement confiance, Ouais, bien sûr. Non, mais même. tu sais, les trucs peuvent nous échapper aux Ouais, uns bien aux sûr. autres. Ok. Mais c'est intéressant. Je voudrais pas lui jouer un tour. Alors, c'était amusant parce que du coup, dans la foulée, je lui dis tiens, bah, c'est sympa, on fait un selfie. Il m'a dit ah surtout pas. Surtout pas, ouais. Alors, en fait, c'est vraiment deux mondes qui s'opposent, Mais complètement. qui se respectent, mais qui complètement. s'opposent en fait parce que vous considérez que vous faites pas le même métier. On fait pas le même métier. Ouais. Nous, on est là pour vendre. Toute la clé, Bien elle sûr. est là. Non, Hein. mais c'est Nous, intéressant. eux, ils sont là pour vendre. Nous, on est fait pour faire des clubs qui fonctionnent le mieux possible, le plus durablement possible pour nos golfeurs. C'est complètement différent. Non, bien sûr. Bah, je pense que de toute façon, les personnes qui viennent te voir, c'est des personnes qui ont cherché des choses factuelles, qui sont pas influencées par le marketing et par. Et alors, il nous arrive, pas tous les jours, mais relativement souvent, de dire à un golfeur qui vient pour changer ses clubs, écoutez, je suis désolé, mais là, actuellement, je peux rien vous faire parce que le problème c'est pas les clubs, c'est avant tout le swing. Alors, si vous voulez bien, bah, remettez au point votre swing. Si vous n'avez pas un bon pro, on peut vous en conseiller un. Et puis vous verrez après. Mais ça nous arrive quand même très souvent, ça, tu vois, c'est ça. Là, j'ai envie de revenir sur un truc parce que faut savoir qu'André, en tant que viewer et qui n'est pas dans le monde professionnel du golf, vous pouvez pas forcément vous en rendre compte. Mais André est quelqu'un qui n'est pas du tout apprécié dans le milieu professionnel du métier, dans le sens où le problème c'est que tu as un discours qui est très particulier, qui est très à part. En fait, je pense que vous vous en rendez compte à travers cette interview que c'est quand même une personne atypique qui a un regard différent sur le matériel de golf. Et du coup, André est très critiqué, hein, vraiment. Beaucoup d'embrouilles sur les réseaux. Hein. Je dirais pas les noms avec qui il s'embrouille parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais est-ce que tu regrettes la façon dont tu communiques sur les réseaux? Ah non, mais pas du tout. Je persiste et signe. Il existe dans le golf comme dans la vie publique. Il existe un politiquement correct. Oui, hein, oui, bien sûr. Et donc, si tu sors du politiquement correct, t'es la bête noire. Hein. Oui. Bon, et là, qu'est-ce qui se passe dans le golf? Ce politiquement correct, il est dicté par les marques. Il est dicté parce que les marques, finalement, en réalité, financent tout. Hein. Oui, bien sûr. D'une façon ou d'une autre, elles financent tout. Que ce soit au niveau de la FFG, de la PGA, de beaucoup d'enseignants qui sont sponsorisés, qui sont en comment dirais-je, de mèche, je veux pas dire de mèche, mais enfin qui travaillent avec tel ou tel magasin, voilà, c'est ça. Donc ils contrôlent tout, ils financent tout, etc. Donc effectivement, ça leur fait pas plaisir d'entendre un son de cloche extrêmement différent et qu'ils ont énormément de mal, qui n'arrivent d'ailleurs absolument pas à contrer sérieusement. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as certainement remarqué, je ne critique jamais leurs produits intrinsèquement. Non, leurs produits sont très bons. Mais voilà. Bien sûr. Mais le problème, c'est le business model qui pousse à se renouveler tout le temps. C'est quand même des méthodes qui finissent par être perverses. Par exemple, le fait d'avoir sans arrêt baissé les lofts. Oui. Eh ben, attends, c'est au détriment des golfeurs, ce truc-là, c'est évident. Et les gars, ils vont acheter la série du 5 au pitching wedge parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà les wedges, etc. Alors, ils s'aperçoivent que le 5, il est injouable, que le 6, le 7, ils commencent à jouer à peu près correctement le 8, tu vois, c'est ça. Bon. Non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis après, ils arrivent au pitch, qu'est-ce que je fais jusqu'au sandwich? Il manque un club. Il en manque pas un, il en manque deux ou trois. Je veux dire, tu prends Onma, et t'as des pitching wedge à 42 degrés, tu fais quoi pour aller au sandwich? Ouais, c'est clair. Hein, il y a des pitchs à 42, et après, alors le golfeur qui a connu avant, il s'est pas rendu compte de ça tout de suite, moyennant quoi, il va prendre la série comme ça, puis après, il y a deux ou trois clubs en haut qui lui servent à rien, puis il est obligé d'en rajouter deux en bas. Baisser les lofts, pour toi, la seule chose qu'ils ont baissé les lofts au fur et à mesure des années, c'est la distance? C'est vraiment pour dire, sous radar, mon pitch, je le tape aussi fort que mon neuf? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc pour toi, c'est clairement ça. Quoi. Il y a pas évidemment, d'autre explication. Parce que c'est évident. Tu comprends? Et alors, d'ailleurs, une fois, j'en parlais avec Tom Wichon, je lui dis, je crois pas quand même qu'un jour les golfeurs ils vont dire, là, vous poussez un petit peu, il y en a marre, le truc et tout. Mais il dit non, on croit pas ça. Parce que de toute façon, le golfeur, il est content parce qu'avec son fer 8, il va plus loin que son petit camarade avec son fer 7. Hein. Donc il est tout content. Et puis, alors les autres, ça marche pas. Il va dire oui, mais actuellement, je suis pas très bien en swing, mais bon, je suis en train de m'en occuper, etc., etc. Et puis en fait, il sera jamais bien, il les joue pas. Mais là,
n'arrive pas à une limite? Enfin, on peut pas faire un pitch à 37. Mais maintenant, ils sont quand même un peu embêtés. Là, je les sens un peu embêtés. Bah là, on peut pas, de toute façon. Mais je les sens un peu embêtés, là, actuellement. Parce que comment on peut faire, si on a un pitch à 37, le fer 4, il va être à 15? Mais tu as raison. Tu as raison. On a un bois 3. Il y avait un truc qu'il faudrait que je te retrouve à propos des, alors, le gap wedge, le lob wedge, il y avait plein de wedge ceci, le wedge cela, le plein de trucs, etc. C'était à mourir de rire, tu vois. C'est ça, quoi. C'est ça. Mais voilà, donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai que, si tu veux, tu me demandais qu'est-ce que je dirais au patron des grandes marques. Ouais, ça c'était une question que j'avais gardée justement, mais bon, on peut en parler maintenant. C'est que, enfin, si tu rencontrais sur une table, il y a tous les PDG de Titleist, de Callaway, ils arrivent tous. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes-là, en fait, si tu avais un truc à leur dire? Alors, a priori, j'aurais envie de rien leur dire, hein, parce qu'on n'est pas dans le même monde, hein, tu vois. Ouais. Mais bon, si on me disait, bah alors on y va, on se lâche, je leur dirais, bah tiens, et pourquoi vous faites pas des longueurs uniques? Ah, tiens, oui. C'est la première question que tu poserais. Hein? C'est la première question que tu poserais à ces personnes-là. Pourquoi vous faites pas des longueurs uniques? Alors, ouais, celle-là, oui, je pense, hein, oui, je pense effectivement. La deuxième question, ça serait. Pourquoi vous ne réglez pas vos séries en moment d'inertie? Ok, intéressant. Alors, figure-toi que cette question, elle leur a été posée. Et la réponse? Par Tom Wichon. Tom Wichon a posé la question à... Il a posé la question à Nike à l'époque où il faisait encore des clubs. Ouais. Voilà. Et Nike voulait prendre Tom Wichon comme Vice President, Research and Development, etc. Et Tom Wichon, qui a l'esprit club maker et qui est impur, je dirais, leur a dit, bah écoutez, je suis très honoré, très flatté, etc. Je vous remercie vivement, mais vous savez, moi, j'aime bien Durango, c'est la ville où je suis né, j'aime être là-bas, puis j'aime faire les clubs que je veux, quand je veux. Donc, non, je vous remercie, mais non, je vais pas accepter votre proposition, mais je vous en remercie vivement. Bon. Et puis, donc, il avait établi comme ça d'extrêmement bons rapports avec Nike, et il leur a posé la question. Il dit, mais pourquoi vous faites pas des séries en moment d'inertie? Réponse de Nike. Oui, tu as complètement raison, on sait que c'est beaucoup mieux. Mais tu comprends, les golfeurs, ils sont tous habitués à dire « Ah, mes clubs, ils sont en C9 ou D1 ou D3 ou machin, et les tiens en combien, etc. » Ce serait inventer l'alphabet. Si demain, on leur dit « Attends, ça c'est marrant, là, ton fer, il a un MOI de 2553, par rapport à ton swing, ça me paraît un peu curieux, tu sais, c'est peut-être mieux aux environs de 2650. » On a peur de prendre un risque commercial. Trop compliqué. Trop complexe. Mais c'est pas que c'est trop compliqué, on a peur de prendre un risque commercial. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on sait que c'est moins bien, mais on préfère faire ça plutôt que de prendre un risque commercial. C'est quand même dramatique, tu comprends? C'est quand même dramatique. Alors, à ce sujet, alors voilà, ce genre de questions, il serait bien embarrassé de me répondre. Il me répondrait ça. D'ailleurs, s'il répondait, il me répondrait ça. Ou alors, il essaierait de noyer le poisson en disant oui, mais bon, etc. Or, actuellement, il y en a quand même plusieurs qui essayent. C'est Ping, si tu vois des séries avec des swing weights progressifs, tu vois. D'accord. Hein, il y a eu ça chez Ping, il y a ça chez Mizuno. Nous, on appelle ça le moment d'inertie du pauvre, tu vois. Mais est-ce que tu connais, par exemple, tout ce qui se fait sur le tour, sur le PGA ou sur l'European Tour, ils sont réglés en swing weight, ils sont réglés en MOI, alors, ils ont des club makers. Parce qu'en fait, ils ont des camions, mais en fait, ces mecs qui sont dans les camions. Oui, alors d'après les gars de la... Il y en a qui connaissent bien à la GCP, qui te disent que plus de 50% des joueurs du Tour ont des clubs réglés autrement qu'en swing weight. 50%, ok. C'est D'accord, ça. intéressant. Ah, voilà. Parce que les mecs qui sont dans les camions du Tour, des Taylor, etc., on voit les énormes camions à la télé. Oui. Est-ce que les personnes qui travaillent dans ces camions-là sont des club makers à proprement parler, selon toi? Je sais pas si je me pose la question en fait. Hein, honnêtement, je sais pas. Je pense qu'ils doivent savoir beaucoup de choses, hein, certainement. Mais ce que je sais, c'est que le golfeur du Tour, eh ben, qu'il y en a beaucoup qui ne se contentent pas du réglage en swing weight. Okay. Non, c'est intéressant de savoir qu'à haut niveau, il se passe des choses qu'on soupçonne pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est en swing weight progressif, en swing weight comme ceci, comme cela, en swing weight différencié? Enfin bref, tu vois qu'ils font un autre réglage. Un autre réglage, mais le swing weight, c'est toujours pareil. On revient au politiquement correct. Le swing weight, tu le vois dans tous les magasins, tu le vois dans tous les catalogues, etc. Le golfeur se dit, bah la règle, c'est ça. Oui, oui c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres règles selon ça. Donc voilà, alors autre réponse, si tu veux, des PDG que j'ai eu indirectement, parce que quand même je connaissais bien un certain nombre d'intervenants chez des grandes marques.
Et quand j'ai fait mon brevet, je me suis adressé à eux, des gars que je connaissais bien, qui ont quand même de certaines responsabilités maintenant ici, ou au niveau européen, en leur disant, ben, tiens, qu'est-ce que t'en penses, machin, etc. Réaction enthousiaste. Il me dit, c'est génial ton truc, hein. C'est génial. Ok. Et je vais en parler à ma direction, mais pas ma direction Europe, parce que là, les gars, ils risquent de noyer le poisson. Je vais en parler direct en Californie. Ok. Retour, zéro, terminé, on n'en parle plus. Ok. Ils en veulent pas. Oui, ils en veulent pas. Bon, voilà, c'est ça. Est-ce que selon toi, dans le golf, dans le matériel, il y a encore des choses qui peuvent être faites? C'est-à-dire, est-ce qu'on a atteint une limite technologique sur les têtes de club, sur les shafts? On l'a atteint, la limite. Ouais, c'est fini. On l'a atteint, bien sûr. Le coefficient de restitution. Hein. Maintenant, le corps, on l'appelle plus le corps, on l'appelle le CT, constant de time. Enfin, c'est la même chose. Constant de temps, c'est la même chose. Bon, qui va déterminer la vitesse maximum que tu peux atteindre en tapant sur. Bon, alors, tout ce qu'on te raconte en plus pour dire que chaque année que ça va plus loin, etc., c'est bidon. Après, tiens, et Tom Wishon lui-même, qui fait des têtes de club de golf, et donc qui sont excellentes, d'ailleurs là le même, Agostini, qui est pourtant sur les marques, etc., te dit, mais attendez les gars, il y a une tête de driver qui est absolument fantastique, qui est la Wishon 919. Bon, elle a 14 ans, et il te dit, elle est fantastique cette tête. Mais d'ailleurs, pour une raison simple, c'est que il y a déjà, tu sais, quand TaylorMade, alors je vais pas vérifier moi-même les chiffres, mais quand TaylorMade sort une nouvelle tête, dans le premier mois, il y en a 800 000 qui sont tirés. Alors, est-ce que tu crois qu'ils vont vérifier le coefficient de restitution de chaque tête? Ça paraît quand même délicat. Hein. Bon, voilà, tu vois. Chez Wishon, il y en a beaucoup moins. Il y a 5 degrés de contrôle au fur et à mesure, etc. Donc, ces têtes sont beaucoup plus régulières. Ce qui fait que, par exemple, tu es chez une grande marque. Si tu as de la chance, et ils donnent des objectifs de fabrication inférieurs au coefficient maximal. Pourquoi? Parce que si ça dépasse et qu'il y a un contrôle par l'USGA, ils seront retoqués, ça leur coûte une fortune financièrement. Bon, donc ils donnent des niveaux inférieurs, un peu en dessous pour pas risquer de dépasser. Moyennant quoi, si tu as de la chance, tu vas être au maximum. Si tu n'en as pas, tu as une daube. Tu vois, c'est ça. Hein, ben ça, tu le trouves pas dans les clubs Wishon. Ils sont tous au même niveau, tu vois, c'est ça. Hein. Mais selon toi, du coup, on a vraiment atteint la limite technologique. En fait, tout ce qui sort, mais c'est clair, rien de nouveau. C'est clair. Parce que je sais pas, enfin, c'était l'année dernière où il y a 2 ans, il y avait fameux intelligence artificielle avec la face chez Callaway, je crois. L'intelligence artificielle, so what? Qui crée la face. Oui, so what? Je savais plus ce que c'était l'argument. Non, mais je vois très bien. C'était. Je crois que c'était Callaway. Oui, so what? J'ai d'ailleurs posé la question, so what? Ouais. Hein, tu vois? Hein? Bien sûr. Le coefficient, tu peux pas le dépasser. Bon, qu'est-ce qui se passe après, quoi? Donc là, il y a rien de. Mais non, tu vois, dans les prochaines années. Alors là, l'optimisation, je veux dire. Elle vient d'où la prochaine optimisation dans les clubs de golf? Enfin, pourquoi il y en aurait toujours? Ça aussi, c'est un truc. De nos jours, on est. Parce qu'on est constamment dans cette évolution avec un monde qui va super vite. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut trouver mieux qu'un Stradivarius? Non. Ben voilà, 1700 et des poussières. Hein, tu vois, voilà. Hein. Alors, en revanche, ce qui est très important, oui, ce sont les réglages. Les réglages, c'est très important. Tu vois. Mais pour toi, c'est fini en termes d'évolution. Ah oui. Et puis c'est tant que les lois de l'USGA n'ont pas évolué. Mais c'est totalement, s'il y en a, mais c'est totalement marginal. Tu comprends? C'est tout. Hein. Tu vois, c'est infinitésimal. Et puis après, tu peux changer les matériaux, tu peux mettre ceci, tu peux mettre cela, etc. Oui, très bien. Et là encore, so what, hein, ça permet d'en parler et tout, mais bon. Hein. Est-ce que ce serait pas pour toi, je pars un peu plus loin que dans ma tête, mais si les règlements des clubs changeaient, on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait, j'en sais rien, est-ce qu'on pourrait limiter, ne pas limiter la tête de club, par exemple, un fer, est-ce qu'on pourrait avoir une tête beaucoup plus grosse ou pas, ou quoi que ce soit? Non, ça c'est pas possible. Oui, je suis pas sûr qu'une tête plus grosse soit avec les fers soit plus intéressante, mais tu prends le cas du driver, on a limité à 0,83. C'était pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Parce que les joueurs du tour, ils s'en fichaient complètement. Ils allaient largement assez loin comme ça. Ça leur posait pas de problème. Et en revanche, pour les amateurs, c'était plutôt sympa, tu vois, le gars qui n'avait pas assez de vitesse, d'avoir un peu plus de distance. Tu vois, mais ça a été un peu l'USGA qui a voulu montrer qu'elle existait. Voilà, c'est comme les rainures, si tu veux, qui ont été modifiées à une époque. Ça a été un bazar terrible dans l'industrie, hein, de changer toutes les rainures, etc. Puis on s'est aperçu par la suite que ça n'avait pas du tout changé le jeu des golfeurs, parce que ces gars-là sur le tour, ils sont tellement bons que rainure comme ci ou rainure comme ça, ça change rien. Oui, tu vois. J'ai une petite question qui me vient comme ça dans la tête, mais est-ce que scientifiquement, balistiquement, c'est réalisable, je sais pas, d'avoir un smash à 3 sur un driver, par exemple? Ah non.
Non, non. Ça serait pas possible avec un matériel, un truc nouveau? Non, non, tu peux pas. On est limité par la physique de ce côté-là. C'est parce que c'est en relation la masse de la tête. Si tu veux, c'est 1,5 de MV2. Et après ça, c'est les frottements. Si tu as plus ou moins de loft, t'as moins de restitution d'énergie parce qu'il y a plus de frottements. Ouais. Même si c'est complètement square et tout, t'as un calcul qui est un calcul purement physique qui va te montrer que tu peux pas dépasser un certain coefficient de retransmission d'énergie. Donc je me posais cette question, je me suis dit, on pourrait peut-être inventer un driver avec 3 de ce match, la balle partira à 600 alors si tu joues, là on en rigole avec Tom Wishon, il me montre ses distances au drive, il dit, oh bah dis donc, quand même à ton âge c'est pas mal. Il me dit, n'oublie pas que c'est à Durango, il est à 2000 mètres. Ah, il est à 2000 mètres, ouais. Ça marche. Tu vois, c'est ça. Moi, je crois que j'ai fini le tour des questions, en tout cas. Oui, alors tu me demandais aussi, est-ce que je pensais des marques de luxe? Ah oui, les marques de luxe, ouais. Tout ce qui est Onma, par exemple. Je pense que c'est un business model, si tu veux. Ouais. Il y a des marques, qui, à juste titre. Les marques de luxe, ce que je précise, en fait, c'était tout ce qui est, par exemple, Onma, qui catégorise leur shaft en fonction d'étoiles. Oui, donc, en fait, dans leur marketing, si vous voulez, un shaft peut aller de 1 à 5 étoiles. Non, parce qu'on va pas descendre dans un hôtel 1 étoile. On voit très bien le parallèle de 2 étoiles à 5 étoiles. Alors, il y a mais tu l'as peut-être vu sur mon site, cette image, mais grotesque, hein, je te la repasserai si tu veux illustrer ton truc avec, où tu vois, en fonction du shaft, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, tu vois la balle aller tout droit, ou un peu moins droit, ou un peu moins, en fonction du shaft. En fonction de l'étoile. Voilà. Donc, payez plus cher, les gars, vous allez voir, vous allez aller plus droit. Sachant que Onma, en fait, une 4 étoiles, moi j'ai des élèves qui ont ça, qui ont des 4 étoiles, qui ont payé la série 14 000 euros. Oui, non, mais c'est ça, mais voilà. La série. Mais voilà, mais si tu veux, mais toute l'astuce, elle est là. Ouais. C'est que tu as ces gens-là, leur business model est le suivant. Il y a, aux environs de 80 millions de golfeurs dans le monde. Bon. Ces gars-là se disent, il y en a bien 1%, qui pensent craquer. Que plus c'est cher, mieux c'est, et que en plus ça les valorise. Eh ben allons-y gaiement. Et tu as des drivers comme ça, suivant le shaft que tu as mis, qui vont aller jusqu'à 5-6 000 euros, dont le prix de revient sera pas supérieur à un driver Inesis, ou à peine. Tu vois, c'est ça. Je pense que et de toute façon, un driver, je ne sais pas si c'est dit ça, mais comme dit Wishon, pourtant il en fabrique des têtes, il dit, mais vous savez, maintenant ils savent tous faire des bonnes têtes. Il exagère un peu, les siennes sont formidables, comme je t'ai dit. Mais ce qui compte le moins dans un driver, c'est la tête. Ce qui compte le moins, c'est la tête. D'accord. Tu vois ? Okay. Ce qui compte le plus, le réglage. Voilà. Tu vois ? C'est ça. Et il vaudra mieux un Inesis bien réglé qu'un Onma 5 étoiles. Qu'un Onma sorti du rayon. J'ai eu l'autre jour une dame qui était avec ça. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon, le Onma. Il est très bon. Mais d'entrée de jeu, j'ai dit, madame, vous pouvez pas jouer avec ce club. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour vous. Elle m'a dit, bah oui, vous avez raison, j'y arrive pas du tout. Bon, ben voilà. Non, bien sûr, parce que j'ai 2 élèves aussi qui déjà, ont 2 séries Onma 4 étoiles. Mais ils se font piéger. Et qui n'arrivent pas à jouer. Mais évidemment. Mais tu vois, ils sont persuadés que parce qu'ils ont payé cher, ça sera formidable. Et en plus, pour l'ego, c'est pas mal. Pour l'ego, c'est vrai que c'est pas mal. 14 000 euros le club. J'ai halluciné quand il m'a dit les tarifs. Et en fait, il secouait pas une balle, le pauvre. Après, on a retravaillé sur le swing. C'était plus technique que club, mais quand on me dit 14 000 euros la série, mais tu sais, quand on est dans le métier, on se tape le derrière par terre. Mais c'est clair. C'est hallucinant. Alors, il faut dire que là-dessus, j'avais mis un post sur Facebook. Au bout d'un moment, le directeur Europe d'Onma est sorti du bois, mais je vais saisir mon avocat, etc. Je lui ai dit, écoutez, vous faites comme vous voulez, mais je crains que si vous faites une action, c'est surtout à vous que ça va porter préjudice. Ok. Ah, t'as eu des représailles carrément. Pardon. Ouais. Ah, t'as eu des attaques carrément. Et je vais interdire vos publications. Alors, j'ai vu que ça avait été suspendu pendant quelques heures. Et puis Facebook a dû se dire, ce gars-là, puis ils les ont remises après, voilà quoi. Tu charges pas mal l'embrouille quand même sur un tas. Je dis les choses. Qu'est-ce que tu dis les choses et puis t'as plus grand chose. Enfin, t'es pas là pour te faire bien voir ou quoi que ce soit. C'est pas ton objectif, toi. Et là encore, je ne dirais jamais qu'ils font du mauvais matériel, certainement pas. Je ne dirais jamais que les magasins ne font pas bien leur métier. Je dis simplement que leur métier est différent. C'est tout. C'est ça. Tu vois. D'autres choses à rajouter? Moi, je finis le tour des questions. Là, je trouve ça vachement intéressant. On en a dit des choses. On en a dit des choses. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, moi, je trouve ça super intéressant. On a déjà discuté plusieurs fois de tous ces sujets, mais je trouvais ça intéressant pour vous que vous découvriez une autre vision de ce qu'on peut vous servir
dans les grands magazines de golf, dans tout ça. Donc voilà, j'espère que l'interview vous a intéressé. Et un petit mot de la fin pour toi, André, ou pas? Qu'est-ce que tu as... Un petit mot de la fin. Moi, j'étais très heureux de pouvoir m'exprimer sur tous ces sujets. Et je voudrais te remercier parce que ce que tu fais, c'est courageux. C'est courageux par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à ce politiquement correct. Je dirais aussi par rapport aux magazines que c'est très variable suivant les magazines. Il y en a qui sont complètement en main des marques, et on le sent très bien, et il y en a d'autres qui ont un état d'esprit beaucoup plus indépendant. Je me permettrai de citer à cet égard Golf Magazine, qui a fait plusieurs articles sur nous. Et je dirais que là aussi, c'est courageux et c'est un signe d'honnêteté intellectuelle. Vous voyez, c'est ça. Alors, merci Ma. On se connaît depuis quelques années. C'est vrai que le courant est passé assez vite. Malgré la différence de génération. Et j'ai été, je vais dire, impressionné que c'est vrai, parce que c'est pas évident que dès le début, quand tu as commencé, tu as perçu qu'il y avait quelque chose de différent. Exactement. C'est ça. Ce que je racontais dans une vidéo, c'est moi, dès mes premiers mois de golf, je suis allé à la directe rencontre des club makers en fait en direct. Je suis allé voir Éloi Saint-Hilaire et Nicolas qui travaillent à Saint-Cloud, qui sont des club makers, et j'ai commencé avec une série Malby par exemple. Et après j'ai joué avec des KZG. Et moi, tout de suite après 3-4 mois de golf, je me suis dit il y a un truc avec les clubs de golf qui me plaît pas dans le discours en fait, et je m'étais renseigné. Et c'est comme ça que, fil en aiguille, après quelques années, j'ai rencontré André. Et après il y a le métier s'est fait, je suis passé pro enseignant, et depuis j'envoie les élèves chez André, et je trouve que on est sur une vérité. C'est ça que je veux que les gens comprennent, c'est qu'on est sur une vérité factuelle qui est démontrée par des données, et on peut pas aller à l'encontre de la science. En fait, c'est juste que ça que j'ai envie de dire. On peut pas aller à l'encontre d'une science exacte, qui est la balistique. Mais voilà, mais exactement. Tant qu'on ne prouve pas le contraire, pour moi, ça restera cette vérité-là, en fait. Bien sûr. Donc, voilà, c'était cette vision-là qu'on voulait vous apporter. Tu as une chose, on revient, parce qu'on pourrait en parler finir, mais l'harmonisation des clubs entre eux dans une série. Mais c'est essentiel, de manière à ce que les sensations d'un club à l'autre soient les plus homogènes possibles. Tu vois, rien que ça. Très, très important. Qu'est-ce qui s'en occupe en dehors de gens comme nous? Ouais, c'est vrai, c'est clair. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter. Merci d'avoir suivi tout ça. Et puis on sera heureux de vous accueillir, évidemment, chez Golf & Swing. Ouais, vous avez les liens dans la description, Golf & Swing. Vous avez trouvé ça sur Internet, ne vous inquiétez pas. Bon, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou très bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir. Et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao. Au revoir.